J'accompagne des porteurs de projets tous différents les uns des autres. J'ai de l'investisseur, j'ai des gens en reconversion, des jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est hyper cool. C'est une activité, franchement, c'est du loisir. On ne vend pas des porte-fenêtres. Les gens viennent chez nous pour prendre du bon temps. Et après, on va avoir de la reprise de club. Et généralement, nous, les reprises, elles se font entre gérants du réseau. En fait, le marché n'était pas structuré. Tu ouvrais une salle de sport dans une ville, tu mettais quelques machines, tu mettais 50 € par mois, les gens venaient. Ça marchait comme ça pendant de longues années, vraiment de longues années. Et sont apparus, entre guillemets, les licences de marque avec des concepts, les franchises, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ouvrir sans enseigne, moi je le dis clairement, c'est suicidaire. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode sur La Flouserie. Aujourd'hui, premier podcast sur YouTube, premier podcast dans un studio. Franchement, on est super contents. Ça rend bien. On a vérifié toutes les lumières avant de démarrer. Je suis pas tout seul. Je suis avec Jonathan. Salut Jonathan, comment tu vas ? Salut Julien, très bien et toi ? Très bien aussi, merci. On va faire un super épisode ensemble. On a plein de sujets à aborder. On faisait justement le point déjà avant de démarrer qu'on allait devoir essayer de pas durer toute l'après-midi parce qu'au bout d'un moment, on doit rendre le studio. Juste avant qu'on démarre et qu'on rentre dans le vif et que je te laisse 2 minutes pour rapidement te présenter à nos auditeurs, j'aime bien toujours commencer un peu par une question pour briser la glace en début d'interview. Si je devais te demander quel a été le pire investissement que tu as fait jusqu'aujourd'hui, ça peut être financier, ça peut être immobilier, ça peut être un investissement en temps, je sais pas si tu as eu un salarié, si tu es allé dans un business, tu as investi du temps, mais finalement l'idée t'es pas arrivée au bout. Si je te disais aujourd'hui ton pire investissement, ce serait lequel ? Alors le pire investissement que j'ai fait aujourd'hui, ça serait plutôt sur un appartement. Ça peut arriver, je dirais, sur le lot d'affaires qu'on peut faire, d'en faire parfois une mauvaise. Et un appartement que j'ai mal acheté, etc., dans une copro qui était vraiment pas top. C'est vrai que souvent on voit vraiment le prix, les mètres carrés, les charges de copro, on calcule la rentabilité, on se dit putain c'est une super affaire. Et en fait on oublie de regarder un petit peu qui sont les voisins. Et j'ai eu un cas sur un appartement où, mon appartement il est nickel, il est beau sur le papier, il est très rentable, mais une copro très compliquée et très chronophage en termes de problèmes. Donc voilà un petit conseil à donner, vérifiez aussi qui sont vos voisins, qui sont les copropriétaires pour faire le meilleur investissement. Ok, et du coup ton erreur dessus, c'était qu'en fait du coup tu as eu des voisins compliqués, ça a été quoi c'était un projet Airbnb, un projet location long terme, c'était quoi quel a été le problème sur cet appartement ? Alors en fait c'est un appartement, donc dès le départ tout partait mal entre guillemets, le sol s'effondrait, donc ça j'ai réussi à faire une belle chose, c'est qu'en fait vu que c'est un rez-de-chaussée, j'ai pu négocier avec la copropriété entre guillemets de prendre à leur charge tous les travaux pour tout refaire l'appartement. C'était un petit peu l'élément qui faisait que l'appartement était en dessous du prix exactement, et du coup j'ai pu me refaire faire tous les sols de l'appartement aux frais de la copro, donc là jusque là c'était plutôt une bonne affaire, même s'il y a eu un petit peu de temps nécessaire parce que forcément un problème n'arrivant pas seul, c'est arrivé durant le Covid, et durant le Covid avec l'absence de rencontres, les artisans, les réunions de copro, c'était très compliqué, mais bon j'ai réussi à faire refaire donc ce sol. Et en fait le problème c'était au niveau des voisins, plusieurs appartements étaient loués à des associations, enfin il y avait une cascade de location d'un propriétaire à une entreprise qui elle le sous-louait à une boîte de location en fait qui le sous-louait à des gens en difficulté ou entre guillemets à problème, et il y a eu des portes cassées, trafic de drogue dans la copropriété, des déchets qui étaient laissés là dans la rue tous les jours, et donc j'ai dû changer un peu mon profil de locataire. Là pour le coup je prenais pas le meilleur dossier, mais je prenais le dossier justement un peu moins bon en me disant j'ai plus de chances qu'il reste, et donc là on a pu le garder plusieurs années, et on a encore eu un rebondissement quand on était à Alicante ensemble il y a quelques semaines avec notamment une porte fracturée, alors pas de mon appartement mais de la copro, et là on a décidé de le revendre, etc. Il y a quand même une bonne plus-value à la revente et de le revendre quoi. Ok, ouais, donc le choix sur le locataire de environnement ghetto, locataire un peu plus ghetto. Voilà, là il n'y avait pas d'enfant d'avocat, c'était des profils un peu plus compliqués entre guillemets, alors évidemment qui payaient parce que c'est pas le but d'avoir non plus trop de problèmes, et c'est vrai que là j'évitais les femmes concrètement, et je prenais des profils plutôt de travailleurs plutôt que des jeunes étudiants où s'il y a du bruit ça va les déranger, ou avoir peur si le soir il y a une bagarre dans la copro. Donc aussi un point de vigilance, c'est un peu de sonder je dirais qui sont la copropriété, voir un petit peu s'il y a des soucis à l'intérieur. C'est un petit peu aussi le conseil à donner qui peut être aussi game changer par rapport à l'invest. Donc ton locataire, tu as demandé taille, poids avant de faire rentrer dans l'appartement. Exactement. Expérience en sport de combat appréciée pour l'appartement. Et s'il avait un bracelet électronique, c'était un plus pour le dossier. Ouais. Ok, très bien. Bon, merci déjà pour cette anecdote. Si maintenant tu devais te présenter rapidement à nos auditeurs.
Alors moi, donc c'est Jonathan Boutineau, j'ai 38 ans, donc je viens à la base donc de Poitiers, une petite ville en Poitou-Charentes, et donc j'ai fait mon école de commerce à Pau, où j'ai eu l'occasion donc de découvrir le secteur bancaire. En fait, j'ai fait un apprentissage à la Banque Populaire pendant 2 ans dans le cadre de mes études, et je suis resté à la Banque Populaire comme conseiller pro 1 an de plus après mon apprentissage. J'ai beaucoup aimé l'expérience, entre guillemets, de rencontrer des clients professionnels passionnés, je dirais, par leur activité, par leur métier, etc. Et au bout de ces 3 ans de banque, en fait, j'ai voulu, je dirais, passer de l'autre côté du bureau et moi aussi, à mon tour, entreprendre. Donc, du coup, j'ai ouvert, pour faire assez brièvement, je dirais, j'ai ouvert un restaurant Subway, donc à Toulouse en 2012, avec mon meilleur ami Julien. Ensuite, nous avons ouvert une salle de sport, donc rien à voir, je pourrais t'expliquer après un petit peu la bascule du pourquoi, du comment. Une première salle de sport, l'Orange Bleu, donc sur l'Escar, donc en région paloise. Puis une seconde 6 mois après. Là, j'étais lancé, j'avais trouvé la méthode pour entreprendre. J'étais lancé et ensuite j'ai ouvert un bar à bière avec ma femme et un associé par la suite. Et aujourd'hui, donc, j'ai aussi des entreprises de marchands de biens avec d'autres associés, etc. Et un parc immobilier principalement à Pau et en Espagne. D'accord, oui, donc déjà un beau parcours et beaucoup de choses à raconter. Ouais. On va essayer d'aller explorer tout ça ensemble en reprenant déjà par le début. On a ça en commun d'avoir travaillé en banque et d'avoir d'ailleurs commencé après nos études d'aller en banque là-dessus. Qu'est-ce qui a fait que tu es parti dans le métier bancaire? Parce que moi, c'était que je voulais faire des crédits pour l'IMO. Toi, tu as d'abord commencé par l'entrepreneuriat. Ça avait un rapport avec ça ou c'était vraiment l'opportunité, entre guillemets? Alors, pourquoi j'ai commencé par la banque concrètement? Donc, en école de commerce, je sais pas si tu le sais, mais ça coûte très cher les études, entre guillemets. À l'époque, c'était entre 8 et 10 000 euros par an. Et en faisant l'apprentissage, ça payait en fait les 2 ans d'école de commerce, donc les 2 dernières années, l'école de commerce durant 3 ans. Et donc, du coup, déjà, je me suis dit, tiens, l'apprentissage, ça peut être sympa, ça évite de payer 20 000 euros et de faire un crédit étudiant, etc. Donc, j'ai fait l'apprentissage. Là, j'ai vu un petit peu qu'est-ce qu'on me proposait comme entreprise, etc. au niveau de l'école. Et je me suis dit, c'est vrai que la banque, ça ne me faisait pas rêver comme métier, mais j'étais curieux de comprendre un petit peu le fonctionnement, comment on monte un dossier de crédit, comment on accompagne je dirais des clients particuliers, des clients professionnels, des clients patrimoniaux. Et je me suis dit, ça pourrait être une bonne opportunité pour moi pour, je dirais, apprendre les bases, je dirais, de l'investissement, etc. Et donc, du coup, j'ai rejoint comme ça la Banque Populaire en 2009. Où j'ai suivi donc un cursus de conseiller pro, donc où je m'occupais principalement d'une clientèle professionnelle et aussi du côté privé, je dirais, de ces clients professionnels. À titre un peu de leur investissement patrimoniaux perso, le RRP, le locatif. Exactement. Vraiment sur toutes les thématiques. Et s'il y avait, comment dire, des besoins particuliers, je pouvais appeler un intervenant spécifique pour telle ou telle activité de l'assurance, de la facturage ou autre. Ok. Et quand tu faisais ce métier-là, tu avais déjà une appétence pour l'entrepreneuriat, l'investissement, ou entre guillemets, tu étais à une période de ta vie où peut-être tu savais pas encore, tu disais peut-être que la banque, ça pourrait être une carrière. Tu avais déjà un peu cet esprit-là ou tu t'es dit, non, moi, la banque, c'est vraiment que pour... dès que ça commence à me gonfler, je vais faire autre chose. Quelle était vraiment ta vision à ce moment-là? Moi, en fait, si tu veux, Julien, j'ai toujours été auto-entrepreneur dans l'âme. J'ai commencé, on va dire, très tôt. Je me rappelle, à 14 ans, j'avais mon scooter, pour ça que je m'en rappelle. J'ai convoqué 2 copains à moi dans les bois vers chez moi et j'ai apporté un catalogue à l'époque, La Redoute, je sais pas si tu te souviens, catalogue un petit peu épais. Et je leur ai dit, écoutez, les gars, j'ai une idée, il faut qu'on achète un graveur de CD. Donc ça remonte, encore une fois, j'ai 38 ans, donc c'était il y a quelques années et tout. Et donc du coup, mes potes, donc on en a parlé, je leur ai dit, on va acheter un graveur et on va revendre des CD dans tout le collège. Et donc du coup, on a acheté à 3 donc un graveur CD. Donc à l'époque, il fallait demander aux parents, etc. Évidemment, on n'avait pas de carte bleue, etc. On a acheté un graveur CD et on a acheté les tours de CD vierges en Allemagne, tu sais, les grandes tours de 100 CD. Et on a gravé pendant toute notre scolarité tous les CD de l'école passés par nous, moi donc et mes 2 associés, entre guillemets, de l'époque. Et on avait juste 14-15 ans à l'époque et c'était vraiment, je dirais, le début de cette passion pour l'entrepreneuriat que je dois aussi, je dirais, à mon père qui est entrepreneur avant tout. D'accord, ok, ouais, donc un passé là-dedans, en plus très tôt, tu as ce type d'idée. C'est vrai que moi, les CD gravés, j'ai connu ça, mais on va dire que, parce que je suis un peu plus jeune que toi, nous, c'était déjà intégré sur les ordis, donc c'est vrai qu'entre guillemets, tout le monde gravait son CD là-dessus. Ok. Et du coup, après, tu te dis quand même, je pars faire des études, tu te lances pas dans l'entrepreneuriat tout de suite à 18 ans, tu te dis, c'est pour ça que tu vas en école de commerce, et dans cette optique peut-être d'un jour d'être chef d'entreprise, j'imagine? C'est ça. En fait, moi, à l'école, c'était pas trop mon truc, entre guillemets, à la base. Je suis parti en filière un petit peu, je dirais, voilà, filière technologique, voilà, donc pas la filière générale, entre guillemets, que dont tous les parents rêvent pour leurs enfants. Et en fait, quand j'ai commencé à faire de la gestion, de la compta, du commerce, en fait, en première à l'époque STT, j'ai découvert, entre guillemets, une passion pour les chiffres, pour l'argent, pour, ce côté un petit peu business. Et j'ai monté ma première société à 18 ou 19 ans.
de vente de vêtements. En fait, j'allais sur Paris acheter des vêtements et je les revendais donc sur Internet. Donc ça a vraiment été entre guillemets pour moi c'est une passion en fait avant tout depuis le début. J'ai vendu beaucoup aussi à l'époque des lecteurs MP3. Je sais pas si t'as connu, c'était des petites clés USB avec un écran digital. Tout à fait. Et je commandais ça en Asie, je les revendais partout. Donc sur Internet, il n'y avait pas à l'époque tous les sites comme maintenant. D'accord, oui. Alors en plus, c'était un peu les prémices du e-commerce avant que tout le monde en parle sur Internet. On était quoi? On devait être 2000. C'était 2005, 2006 par là, ouais. Donc si tu veux, les gens n'avaient pas le réflexe d'aller acheter sur Internet directement en Chine les produits. Donc moi en fait, je faisais du dropshipping. Je mettais les produits en vente sur eBay notamment, donc des produits que je n'avais pas en stock chez moi. Les gens commandaient le produit et moi je passais la commande donc à mon fournisseur en Chine qui livrait directement les clients, quoi. Et ça a permis de gagner donc pas mal d'argent et de me faire une petite cagnotte avant d'arriver donc en école de commerce par la suite. D'accord, franchement super intéressant parce que c'est vrai que moi je m'en souviens, c'était une époque où moi j'étais jeune, si je voulais acheter un truc sur Internet, il fallait que je demande la carte bleue de ma mère. Elle voulait jamais parce qu'entre guillemets c'était l'époque où toutes les personnes elles avaient peur de mettre de payer quelque part sur Internet parce que tu avais peur qu'ils récupèrent tes informations de carte et qu'après tu te fasses arnaquer comme ça. Bon, c'est toujours le cas aujourd'hui de manière plus évoluée, mais ouais, ok. Et du coup, école de commerce, banque, à quel moment tu décides de partir de la banque? C'est pour une opportunité ou entre guillemets tu te dis que tu as déjà un peu fait le tour et tu cherches une opportunité? Comment ça se fait un peu ta transition? En fait, si tu veux, moi je suis parti donc déjà aussi, je suis parti en Australie entre-temps durant l'école et j'avais découvert des concepts sympas en Australie, notamment de nourriture. J'avais découvert le concept Subway que je trouvais super sympa, donc de faire son sandwich, je dirais, sur mesure. On choisit son pain, sa viande, ses légumes. Et j'avais trouvé cool aussi de faire, une boulangerie française à l'étranger. Je m'étais dit, c'est vrai que la France, elle est connue quand même pour la baguette. C'est Tout à fait, les pâtisseries. Exactement. Et je m'étais dit, c'est un truc, si un jour, j'ai un business à faire, je pourrais monter un truc comme ça. Et donc, quand je suis parti, si tu veux, à la banque, au départ, donc c'était hyper intéressant. Et je me suis senti très vite, limité, en fait. Parfois, j'apportais des idées. Et en fait, on me rappelait qu'en gros, mon travail, c'était de m'occuper des clients professionnels, de leur faire une ligne de crédit court terme ou de leur vendre une carte bleue. Et de faire les chiffres à la fin du mois. Voilà. Et qu'en gros, c'était très bien. Et où vraiment, je me suis dit, il faut que je quitte la banque. C'est au moment où mon directeur d'agence à l'époque me demandait, en fait, de préparer mes rendez-vous la veille avec tout un process de documents à compléter sur qu'est-ce qu'avait le client, qu'est-ce que j'allais lui proposer, etc. Et en fait, bien loin de savoir ce que le client voulait lors du rendez-vous. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, je passe plus de temps à préparer des rendez-vous alors que j'étais un très bon commercial, un très bon vendeur au niveau de la banque. Et je lui ai dit, mais ça me sert à rien parce que j'y arrive sans ça. Et on m'a dit, non, c'est les process, c'est ça. Et à un moment donné, j'ai dit, en fait, je suis plus en phase avec toutes ces méthodes, ce fonctionnement. Je voyais plus l'intérêt dans le sens du client, mais vraiment dans l'intérêt de la banque, entre guillemets, qui est un commerce, rappelons-le, comme un autre. Et du coup, je me suis dit, je pense que c'est le bon moment pour arrêter. Et à l'époque, donc, mon meilleur ami Julien était lui aussi conseiller pro chez BNP Paribas. Et donc, on a discuté un soir, on a bu quelques bières, même beaucoup de bières, et on s'est dit... c'est là que vous viennent les meilleures idées, c'est sûr. Exactement, on s'est dit, on se connaît depuis longtemps. Est-ce qu'on pourrait pas entreprendre ensemble? Et il m'a dit, mais Jonathan, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je dis, écoute, on n'a pas d'idées révolutionnaires. C'est vrai que je suis admiratif d'Elon Musk, de Jeff Bezos, de Mark Zuckerberg, etc. Tous ces gens-là. Et à l'époque, en tout cas, j'avais pas d'idée où je me suis dit, ça pourrait être l'idée du siècle. Oui, surtout pour un qui réussit, t'en as 1000 qui est fou. Sur l'invention, c'est pas facile. C'est souvent, quand tu veux devenir chef d'entreprise, c'est plus simple de reprendre quelque chose qui marche et de l'optimiser ou de refaire la même chose dans un marché qui s'y prête plutôt que de simplement avoir l'idée du siècle. Ça, malheureusement, tout le monde peut pas l'avoir. C'est ça. Et là, du coup, j'ai découvert la franchise. Enfin, j'ai approfondi le sujet de la franchise et j'ai dit à Julien, je dis, écoute, franchement, on a la tête plutôt bien faite. Si demain, il y a un bon concept, on sera capable de le reproduire. Et donc, on s'est tapé dans la main et on est parti donc sur 2 idées de projet. Le premier, c'était une boulangerie Paul, à Los Angeles. Donc on s'est dit, on part aux États-Unis. On n'y avait jamais été, mais on se voyait bien, les 2 Français vendre nos baguettes à Los Angeles, ça nous plaisait bien. Avec sans doute peut-être la barrière de la langue, la barrière de l'immigration, plus le fait de partir dans un environnement que vous connaissiez pas avec d'autres codes. Parce que tu as un truc tout bête, mais tu ouvres un business en France. T'as déjà acheté ta baguette quelque part, t'as déjà, on va reparler de Subway après, t'es déjà allé dans un Subway, tu vois comment ça fonctionne. Tu vas aux États-Unis, il y a le concept du tips pour les serveurs, etc. Ça fonctionne pas du tout pareil. La comptabilité est pas la même non plus. Donc c'est vrai qu'entre guillemets, il y avait quand même deux projets très différents qui se ressemblaient je pense, sur le côté d'entre guillemets vendre on peut dire vendre de la nourriture rapidement, c'est un peu le concept de Paul, c'est aussi des sandwichs d'une autre manière, c'est pas tout à fait pareil que Subway, mais c'est sûr que entre guillemets le changement complet d'environnement aurait été assez impressionnant là-dessus.
Bah, c'est vrai, en fait, on avait adoré l'expérience en Australie. Donc, on est parti à 1 an d'intervalle avec Julien, mais on avait adoré, entre guillemets, découvrir un nouveau pays, du monde. C'était vraiment, ça nous avait beaucoup plu. Et en Australie, on avait vu qu'en gros, les gens étaient très friands des trucs français. Ah oui, c'est sûr. Boulangerie, c'était marqué au pain quotidien, des noms français, la tenue française de l'époque, etc. Les gens aiment bien. C'est vrai que la France véhicule à l'étranger une belle image au niveau de la gastronomie. Tout le folklore là-dessus, et c'est vrai que ça marche très bien. Exactement. Et on s'était dit, pourquoi pas, ça peut être sympa. Donc, on a envoyé un dossier à Paul. Donc, c'était en 2011, voilà. Donc, on attend toujours la réponse. Voilà, c'est un petit message à Paul si vous voulez nous répondre. Si jamais c'est peut-être le moment de lancer quelque chose à Los Angeles. Donc, non, on n'a pas eu de réponse de Paul et on a envoyé un dossier donc chez Subway. Et donc, Subway, il y avait donc des agents de développement, on appelle ça, donc des gens en local en fait qui reçoivent les candidats. Et on a postulé. Et au départ, en arrivant chez Subway, on nous a dit, écoutez les garçons, vous êtes beaucoup trop jeunes quoi. À l'époque, on avait 23 ans. 23 ans, et je lui dis, mais jeune par rapport à quoi? Là, ça me barrière à l'entrée de l'âge, comme si, tu sais, c'est à partir du moment où t'es majeur, en théorie, tu peux tout faire. Hein. C'est ça. Nous, on nous l'a déjà sorti plein de fois, parce que forcément, avec Marie, on fait de l'immobilier depuis qu'on a 19-20 ans, tu vois, et combien de fois on nous a dit, non, mais vous êtes trop jeune pour faire ça, waouh, vous êtes super jeune, c'est pas l'immobilier de vos parents, etc. Après, est-ce que toi, on t'a dit la même chose? Tu veux pas, est-ce que si ton papa veut ouvrir un Subway, c'est ok, mais par contre, toi, tu peux pas le faire, quoi, c'est presque ça. Alors qu'on avait déjà un beau parcours, entre guillemets, parce qu'on avait déjà avec Julien. Tu travailles. Ça, quand on travaillait, on avait acheté un appartement tous les deux à 21 ans avec notre crédit étudiant. Donc, à 21 ans, il y a très peu de jeunes, entre guillemets, qui achètent sur fonds personnels, enfin, fonds de la banque, entre guillemets, mais bon, pas un héritage ou autre, leur premier appartement. Donc, on avait toujours eu cette fibre vraiment à entreprendre. D'investir, d'entreprendre, tout à fait. Pour nous, c'était une évidence, si tu veux. Et donc, on s'est pas, on s'est pas débiné quand Subway nous a dit, non, vous êtes trop jeune. On a redemandé un rendez-vous. Je me rappelle comme c'était hier, on est arrivé en costume cravate. Oui, enfin, je veux essayer de donner le max. Pour paraître plus vieux qu'on était, quoi. On s'était pas rasé. Enfin, voilà, on est arrivé avec, entre guillemets, toutes nos chances. Et donc, on a insisté. Et à la fin, Subway nous a dit, OK pour faire un projet avec vous. Et donc, on a commencé à regarder un petit peu avec Julien où on pourrait ouvrir. Donc, nous, on était basés à Pau tous les deux à l'époque. Et en fait, à Pau, il y avait eu un Subway qui avait fermé par le passé pour je ne sais quelle raison. On s'était dit, c'est vrai que Pau, c'est quand même petit pour faire une ville, pour faire un restaurant, comme celui-ci. Autant aller à Toulouse, c'était la grosse ville d'à côté. Bon, il y avait Bordeaux ou Toulouse. On avait préféré, entre guillemets, Toulouse. Et donc, on est parti sur l'idée d'ouvrir un Subway à Toulouse. Donc, on a commencé à ratisser, je dirais, tout le secteur, etc., jusqu'au moment où on a trouvé notre pépite, notre premier local. Ok. Ça a été difficile, la recherche du local? Parce que ça, c'est je fais le rapport avec l'immobilier parce que moi, de l'autre côté, j'ai toute la journée des investisseurs qui veulent acheter de l'immobilier commercial ou qui ont des locaux commerciaux qui veulent mettre en location. Et c'est vrai qu'on a rarement l'inverse. J'ai pas souvent l'occasion de parler avec quelqu'un qui a justement eu besoin de louer un local commercial pour faire un business. Ça a été compliqué ou pas de convaincre un propriétaire, déjà de faire les visites? Est-ce qu'il y avait beaucoup de concurrence? Après, bon, c'était déjà il y a quelques années, mais comment ça se passe quand on est de l'autre côté? Je suis pas très bien non plus, c'était quelques années, mais je suis encore jeune. Ah, j'ai pas dit que c'était il y a 20 ans, j'ai juste dit que c'était pas l'an dernier. Non, mais je rigole. Non, moi, dans ma tête, il y a avant Covid, après Covid. Ouais. Donc, avant Covid, c'était avant Covid. C'était avant Covid, mais non, en effet, donc on a fait nos recherches. Donc Subway à la base nous a proposé des locaux, qui paraissaient ok pour eux. Nous, on a regardé avec Julien et en fait, on s'est dit, Julien, donc c'est mon associé qui s'appelle aussi Julien. Tout à fait. Les auditeurs avaient suivi. Voilà, pas de souci. Et donc du coup, on a trouvé leurs locaux pas intéressants à notre goût entre guillemets. Enfin, ça collait pas à ce qu'on pensait être un bon local, d'accord. Donc trop petit, mal placé. Mal placé, pas assez de flux piétons. Aujourd'hui, pour que ça marche de la restauration rapide, il faut quand même un trafic assez important piéton, d'accord. Aujourd'hui, les gens prennent plus leur voiture, enfin pour se garer, c'est compliqué. Voilà, c'est très compliqué. Donc, il faut du flux. On avait vu des centres commerciaux de centre-ville. Malheureusement, ça ne marche pas. Concrètement, beaucoup de centres commerciaux en centre-ville ne marchent pas. En plus, charge super cher, loyer cher. Ça. Puis horaire de fermeture, c'est-à-dire que le soir, le centre commercial fermait à 22h, donc on est fermé à 22h. Le dimanche était fermé, donc on perd un jour de chiffre d'affaires fois 52 semaines, donc 52 jours. Plus les gens qui vont aller chercher leur Subway après 22 heures. Parce que exactement. Souvent, il y a des gens qui peuvent penser que tu manges tôt, mais par exemple, nous, avec Marie, c'est vrai qu'on mange relativement tard. On est typiquement les gens qui peuvent débarquer au Subway 23 heures, tu vois. Donc c'est vrai que si c'est fermé, c'est un peu dommage. C'est ça. Puis en plus, demain, si tu dois aller prendre à manger à 23 heures, tu vas pas aller dans un centre commercial, en sous-sol, avec un escalator, tu vas aller prendre au bord de la route, tu te gares en warning, tu prends ta nourriture et tu repars. Donc il y a ça. Il y a aussi le fait que le loyer, tu le payes tous les jours de l'année, même quand le magasin est fermé, enfin même quand le
le centre est fermé. Donc voilà, tous ces points ont fait que voilà, les propositions de Subway ne nous convenaient pas. Et on a trouvé un local. Donc c'était un ancien caviste en fait qui cédait son droit au bail, qui partait. Et donc on a regardé et ça cochait toutes les cases. Donc c'était à Toulouse, Compense Caffarelli pour ceux qui connaissent. Donc cité administrative avec 30 000 étudiants à côté. L'école de commerce de Toulouse pas loin. Enfin beaucoup d'emplois dans le secteur. Il y a les bureaux de Paul Ricard, de Tisséo, c'est le métro toulousain. Enfin une zone où il y a du monde tout le temps. Et donc j'avais demandé à Julien, j'y tiens, regarde un petit peu le passage et tout, et puis tu comptes quoi, un peu comme à l'ancienne. Et en fait il m'a dit, Jo, ça n'arrête pas, il y a du monde toute la journée, je ne dis pas, il me faut 2 beepers et ça n'arrête pas. Et on s'est dit pourquoi pas. Donc du coup on a été voir donc ce caviste entre guillemets, et donc on lui a fait une proposition au prix qu'il en voulait, donc pour le droit au bail. Entre-temps, il y a un restaurant à sushi qui est arrivé, qui a vu aussi ce local et qui s'est dit, il est bien ce local et tout. Et donc, du coup, il a surenchéri. Donc, du coup, le cédant du droit au bail nous a rappelé en disant, écoutez, j'ai une proposition plus chère, etc. Et donc, nous, on a refait une proposition plus chère. Du coup, il a rappelé le japonais, il nous a rappelé, et là, on a dit, écoutez, stop, nous, aujourd'hui, on n'est pas des vendeurs de tapis, on se dit une chose, nous, le projet, il ira au bout, maintenant, si ce que vous voulez, c'est faire monter les enchères, on ne sera pas le lièvre pour ça. Et donc, du coup, on a réussi à acter, donc, le droit au bail à 70 000 €. Alors, pour ceux qui ne savent pas, un droit au bail, en fait, c'est le droit de louer un local, en fait, c'est versé au... J'achète le contrat de bail, tout simplement, qui a une valeur. Exactement. Et en plus, nous, on a pu, donc, renégocier un bail avec le bailleur pour partir sur un bail neuf, entre guillemets, sur 9 ans, donc un bail 369, avec, on a négocié 2 mois de franchise de loyer pour les travaux, enfin quelques petites négos et tout, un loyer progressif. Et donc, on a récupéré ce local à Compense Caffarelli, donc début 2012. Ok, donc début 2012, Subway est lancé. Comment ça se passe? Parce qu'en plus, parce que tu avais déjà eu, on va dire, quelques activités entrepreneuriales, voilà, tu comprenais déjà un peu la logique d'avoir des clients, de vendre un produit, mais entre guillemets, c'est-à-dire des charges fixes, des salariés, une ouverture, donc créer une clientèle, même si entre guillemets, tu as la chance d'être dans une grande marque qui est connue, faut quand même que les gens sachent qu'il y a un Subway à cet endroit. Ça a été compliqué ou pas l'ouverture? Alors l'ouverture a été très 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 bonne, on va pas se mentir. Donc on a ouvert en juin exactement, en janvier on a récupéré le local, temps des travaux, d'avoir l'accord de crédit, etc. On a ouvert donc au mois de juin, j'ai des photos encore où il y avait 10 mètres de queue devant le restaurant, ça a vraiment été le carton dès le démarrage. On a fait 100 000 € de trésor en l'espace de 6 mois, donc dans le contexte on avait 25 ans, donc quand on a vu le compte bancaire avec 6 chiffres, je me rappelais toujours de Julien qui m'envoie la copie d'écran. Ça y est, on a réussi. C'était pour nous, on était millionnaires. Enfin, avec 100 000 € pour nous, on était comme des millionnaires. On est d'accord. Ça nous est arrivé il y a pas très longtemps avec Marie de enfin avoir 6 chiffres sur un compte bancaire suite à la vente d'un bien immobilier. Et c'est vrai que je les screen, je les gardais dans mon téléphone parce que ça arrive pas souvent. C'est ça fait plaisir. Et quand ça arrive dans une vie, t'es content, tu dis que t'as quand même réussi à faire un peu de business, quoi. C'est ça. Et donc du coup, le démarrage exceptionnel, on va pas se mentir, du fait de l'emplacement, enfin de la marque évidemment qui était attractive, mais aussi de l'emplacement qui était vraiment franchement top, du monde tout le temps. Et en fait, on s'est collé à un McDonald's. Et je me rappelle à l'époque, les gens m'ont dit mais t'es malade, tu te mets dans la gueule du loup, tu te colles à un McDo, etc. Mais moi en fait, ce que j'avais vu, c'est que le McDonald's le midi, il fournissait pas à servir tout le monde. Il y a tellement de gens que les gens faisaient la queue dehors. Et je me suis dit, ces gens qui font la queue dehors, quand ils vont voir qu'à côté, il y a un Subway qui fait aussi de la restauration rapide. Où tu peux limiter de servir un peu plus vite. C'est ça. Parce que moi, j'ai été étonné, faut savoir que je vais pas souvent dans les fast-food. Et la dernière fois qu'on allait manger à Burger King, on a dû attendre pour avoir les sandwichs. Je me suis dit, mais c'est pas de la restauration rapide. Au final, limite, j'aurais été commandé une pizza, j'aurais eu plus vite. C'est ça. Donc, c'est ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de restaurations rapides qui sont plus trop rapides, entre guillemets. Nous, chez Subway, les standards, en tout cas de l'époque, c'était 2 minutes 30 entre le bienvenue chez Subway et le bonne journée, au revoir. Les rares fois où je suis allé, on va dire, je dois aller 1 ou 2 fois par an chez Subway, j'ai jamais attendu plus de 3 minutes pour avoir le sandwich, sauf s'il y a vraiment de la queue, mais sinon, entre guillemets, c'est très, très rapide. Nous, généralement, au max, à l'heure, on est monté à 120, 130 sandwichs à l'heure. Sachant qu'il y a chacun demande donc son pain, sa viande, ses légumes, sa sauce, etc. Donc, on devait aussi, entre guillemets, presser un petit peu les gens et voilà, les faire avancer. Mais non, le démarrage a été tonitruant. Ok. Bon, mais franchement, super. Et après tout ça, comment ça se passe? Vous gardez combien de temps ce restaurant Subway? Est-ce qu'il y a d'autres activités qui se développent en parallèle? Quelle est la suite de ton parcours là-dessus? Alors en fait, le Subway, donc au bout de 6 mois, donc très bon démarrage, on est content, on voit les sous rentrer. Et là, on se dit c'est bon, on a trouvé la recette miracle pour gagner de l'argent et être riche. Subway dans la on ouvre Subway, on est parti. Donc on a signé un second contrat avec Subway pour ouvrir un autre restaurant. Et là, en fait, donc durant la phase de recherche, etc., on a regardé et il y a beaucoup de restaurants qui se sont mis à battre un peu de l'aile, à fermer, etc. Subway avait ouvert un peu
peu partout, entre guillemets. Dans les trous ouverts peut-être, ou mal ouverts. Je dirais, ouais, trop et mal, dans le sens où, entre guillemets, chez Subway, il n'y a pas de clause d'exclusivité. C'est-à-dire que demain, tu peux ouvrir un deuxième Subway quasiment à côté ou dans la rue d'après. Exactement. Donc, quand c'est toi, encore ça va, tu te cannibalises à toi-même. Mais quand c'est, comment dire, un autre partenaire, c'est toujours compliqué, quoi. Et donc, ça, à l'époque, on n'a pas du tout compris ce concept-là. Enfin, le contrat de franchise, il faisait 500 pages, on l'a lu en diagonale, etc. Enfin, on n'a pas compris tout ça. Et quand on a vu, entre guillemets, que certains restaurants battaient de l'aile, j'ai dit à Julien, écoute, honnêtement, moi aussi j'ai envie de faire un second restaurant, mais est-ce que c'est pas risqué? Parce que si demain on fait un second restaurant et qu'il marche pas, le premier servira à payer les pertes du deuxième. Et c'est pas le but. Et c'est pas le but. Donc du coup, on a réfléchi. Et là, en gros, Julien m'a dit un matin, il est venu au restaurant, il me dit, écoute, Jonathan, je viens de m'inscrire à une salle de sport. Et là, je tombais des nues parce que c'était pas le plus sportif de mes potes. Et il m'a dit, je me suis inscrit et tout. Je dis, mais comment une salle de sport, Julien, a pu t'inscrire? Et il m'a dit, bah écoute, franchement, je suis arrivé, il y avait le café à disposition, c'est hyper convivial, voilà, c'est bon esprit, ils font des soirées et tout. Je dis, c'est quoi cette salle de sport? Et il m'a dit, bah, c'est l'Orange Bleu. Et donc, je lui dis, ah, bah, ok, d'accord, bah, ça a l'air cool et tout. Et il me dit, mais Jo, on devrait faire une salle de sport. Je dis, attends, Julien, on vient de monter un restaurant il y a 6 mois. Si tu veux faire une salle de sport, c'est quoi le lien? Il dit, non, mais je te dis franchement, tu veux plus faire, je dirais, le second Subway, faisons une salle de sport. Et donc, au départ, j'ai un peu botté en touche. Je me disais, salle de sport, c'est pour les musculeux, etc. Enfin, tu dis pas du tout le même concept. En plus, je comprends un peu le truc de l'entrepreneur. Quand tu réussis dans un domaine, tu te dis, en fait, il faut que je le pousse à fond. C'est bon, maintenant, j'ai compris comment marcher la restauration rapide. Il faut que je me spécialise là-dedans. Et là, c'était repartir dans un autre concept. Tu vends pas la même chose. Là, ça marche par des abonnements. Tu fidélises pas les clientèles de la même manière. Les coûts fixes sont pas les mêmes aussi. L'infrastructure est pas la même. Et c'est vrai que tu te dis, est-ce que je me lance vraiment là-dedans alors que ça ressemble pas du tout au final à ce que je fais là actuellement avec mon Subway? Bah en fait, c'est tout à fait ça. C'est qu'aujourd'hui, la facilité, c'est de faire ce qu'on connaît. Donc, à un moment donné, j'ai fait un restaurant qui marchait très bien. La facilité, le bon sens, même, je dirais, voulait que je fasse un second restaurant. Et en fait, je me suis dit, à un moment donné, il faut qu'on se diversifie. Et donc, du coup, au départ, j'ai pas donné suite. Enfin, l'idée de Julien, on en a parlé comme ça. Puis j'ai vu qu'il faisait un petit peu, pas la gueule, mais bon, t'es un peu chafouin par rapport à tout ça. Et je lui dis, bon, bah, écoute, je vais contacter l'enseigne l'Orange Bleu. Et à l'époque, l'Orange Bleu, c'était un réseau qui comptait une centaine de clubs, qui est basé à Rennes. Et donc, j'ai envoyé un mail à l'Orange Bleu à Rennes en disant, écoutez, voilà, on est intéressé, on a déjà un restaurant sur Toulouse, on voudrait se développer, etc. Pour l'anecdote, désolé de te couper, pour l'anecdote, je connais très bien l'Orange Bleu parce que ça a été une de mes premières salles de sport quand j'ai eu 18 ans. D'accord. Il y en avait une juste à côté de chez moi et c'est vrai que quand on s'est rencontrés, que tu m'as parlé de l'Orange Bleu, et tout de suite, je me suis dit, bah, je connais très bien en fait. Ça te parlait directement. Exactement. Et donc du coup, on est monté à Rennes, donc c'était en 2013, je crois. Donc rencontrer, je dirais, l'équipe de l'Orange Bleu. Hein, donc c'était quoi à l'époque, une trentaine de personnes. Et en fait, on a eu un vrai coup de cœur, je dirais, professionnel, des gens vraiment sympathiques, pro, une boîte à taille humaine, enfin vraiment des valeurs. De Subway, j'imagine qu'il est américain, très hiérarchisé, vertical, puis en plus, forcément, j'imagine Subway, c'est un peu, je pense que c'est un peu le type de boîte où il voit ouvrir le maximum de restaurants possibles. S'il y en a qui se plantent, bon, c'est pas grave. De toute façon, à la fin des fins, ça augmente la marque Subway monte. Je pense qu'ils doivent raisonner un peu plus comme ça qu'une franchise plus petite qui se développe et qui se dit, en fait, on est petit. Si nos franchisés ne réussissent pas, on n'ira pas plus loin. Alors que Subway, entre guillemets, ils se disent, il peut y avoir 50 magasins qui ferment en France. Dans le monde, on continue d'en ouvrir 1000 par an. Donc, entre guillemets, il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. C'est ça, Subway, c'est la plus grosse franchise du monde. Pour info, il y a plus de 50 000 restaurants dans le monde. Donc, en fait, si tu veux, pour faire bouger, quelque chose d'1 centimètre, ça prend des années. Ah oui, c'est sûr. Je me souviens qu'on a bataillé pour avoir des glaces. Enfin, je veux dire, avoir des glaces en France, ça paraissait évident l'été quand il fait chaud, en dessert. Enfin, tout était très compliqué à faire. D'accord, vous étiez limité, on refait une parenthèse sur le sommet, vous étiez limité en termes de produits. On peut pas avoir des glaces quand on est Subway. Non, en fait, on peut avoir que les produits vendus par Subway. Donc, on avait. C'est très restrictif en plus. C'est très restrictif. C'est une franchise, en fait. Il y a une différence entre l'Orange Bleu est une licence de marque, Subway est une franchise. Le cadre juridique est beaucoup plus large sur la licence de marque et l'Orange Bleu notamment que sur Subway. Donc, franchise, c'est vraiment, entre guillemets, la franchise va t'imposer toutes ces normes et, entre guillemets, peut vraiment t'empêcher d'améliorer ton business. Tu verrais un truc à changer là-dessus, alors que la licence de marque, j'imagine, c'est plus libre. Par exemple, si on prend le cas de l'Orange Bleu, si tu veux mettre d'autres marques de machines, aménager ta salle un peu différemment, j'imagine que tu peux être un peu plus libre là-dessus, c'est ça la différence? C'est exactement ça. En fait, aujourd'hui, si tu veux, un Subway, tout est processisé. Voilà, les légumes, la taille, le calibrage, tout est processisé. Comme chez McDonald's, quand tu vas à McDo, tu as forcément un Big Mac, il y aura toujours le même nombre de steaks, le même grammage d'oignons, de tomates, etc. C'est processisé. L'Orange Bleu, c'est une licence de marque. Le cadre est beaucoup plus large, je dirais, pour évoluer,
comment dire, à l'intérieur. Par exemple, demain, si tu te dis, tiens, ça pourrait être une bonne idée de, je sais pas, le soir, quand les cours collectifs sont terminés, de faire des cours de danse parce que t'es prof de danse, aucun problème, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Chez Subway, tu peux être glacier de père en fils, tu mettras pas des glaces maison ou un truc à l'italienne, tu vas en dessert, c'est pas possible, tu vois. Donc en fait, c'était aussi un élément que j'avais pas à l'époque parce que franchement, j'étais assez jeune et tout et j'ai pas. C'est des choses qu'on n'apprend pas même en école de commerce. Bien sûr. Tu vois par exemple la différence franchise licence de marque. Pourtant j'ai fait des études de droit des affaires où on avait une grosse partie sur droit de la distribution. Pour le coup, je l'avais pas. Tu vois, j'ai énormément étudié les contrats de franchise. On nous a pas expliqué la distinction avec la licence de marque. Donc tu vois par exemple, moi je serais me relancer dans un business un peu pareil. J'aurais peut-être pas eu tout de suite la distinction dessus. Ouais. Non, c'est un point hyper intéressant. C'est vrai que d'avoir pu comparer entre guillemets entre les deux, j'ai quand même été beaucoup plus libre donc sur l'Orange Bleu. Et donc pour revenir donc à ma venue sur Rennes, donc on a eu vraiment un coup de cœur, je dirais, avec les gens qui étaient présents sur place. Ce côté humain, comme tu disais, par rapport à Subway, ça n'a rien à voir. Chez Subway, il y a 50 000 restaurants. Vous êtes un parmi 50 000 à l'époque. À moins peut-être tu commences à peser quand t'as 200, 300 restaurants. Même ils sont moques, c'est pas grand chose pour eux. Enfin, je veux dire, c'est donc en fait, on a beaucoup apprécié. Et donc on est rentré en train avec Julien. Et on s'est dit, banco, on y va. Et donc, on est rentré, nous, c'est, comment dire, on n'est pas trop long à réfléchir. On sait ce qu'on veut, entre guillemets. Voilà, on épilogue pas 10 ans quand on veut faire quelque chose. On réfléchit, évidemment. Je veux dire, on est assez fonceur. Et donc, on a dit, feu, on lance une Orange Bleue. C'était en novembre 2013 qu'on signait donc le contrat avec l'Orange Bleu. Ok, donc du coup, ouverture d'une première salle. Tout à fait, donc première salle sur l'Escar, donc c'est Pau, la zone commerciale, etc. Donc sur une création pure, un démarrage tonitruant encore une fois. Franchement, j'ai toujours l'anecdote à raconter, entre guillemets, on avait notre banquier, donc c'était la Générale qui nous avait financé le premier club. Et le banquier était venu avec des pizzas un midi durant la préouverture. Parce que si tu veux, quand on fait une salle de sport, on fait une période de préouverture. Que les gens puissent voir. Exactement. Et donc du coup, le banquier est venu et en fait, on n'a même pas eu le temps de manger avec lui parce qu'en fait du coup les prospects n'arrêtaient pas de venir et on s'enchaînait avec Julien parce que tu sais t'as un prospect qui arrive pour se renseigner, tu commences à lui faire la visite, t'en as un autre qui vient, tu dis attends j'arrive, etc. Deuxième visite et puis si tu signes le contrat à la fin, voilà, il prend un peu de temps. Et donc du coup ça a été la course, donc du coup le banquier est venu, il tape sur l'épaule, il dit les gars génial, franchement je suis content pour vous. Puis à l'époque on avait 25 ans quoi. Donc c'était quand même, on était fiers parce que je veux dire 25 ans on avait déjà ouvert sur nos deniers personnels, c'est aussi un point important, notre restaurant et notre salle de sport, c'était vraiment une fierté pour nous et le démarrage a été très très bon. Ok, surtout qu'en plus ça effectivement on n'a pas parlé jusqu'ici mais t'ouvres un business, crédit professionnel, pas les mêmes règles que sur de l'habitation, sur de l'immobilier ou sur du locatif, etc. Tu dois faire plus d'apports, tu as des crédits qui sont plus courts, donc forcément si tu empruntes un gros montant, ça fait des plus grosses mensualités. C'est pas évident quand tu démarres parce que tu te dis si je me rate, globalement en plus la banque elle demande en général une caution à titre personnel. Donc si jamais tu as réussi à mettre un peu d'oseille de côté, tu parlais que tu avais réussi à acheter un premier appartement avec ton prêt étudiant, globalement c'est ton premier appartement que tu mets en risque en lançant un business, donc pas évident quand tu démarres là-dessus. Alors en l'occurrence l'appartement je l'avais vendu pour financer le Subway, donc à l'époque j'étais à sec. Et donc quand il me faisait signer les actes de cautionnement, tu sais, à la main, exactement, je me disais mais en fait vous me faites signer, j'ai rien. Franchement j'avais plus de voiture, j'avais plus rien, j'ai dit vous avez piqué quoi, j'avais strictement rien. Donc en gros c'est aussi pour ça, enfin ça m'a vraiment permis de me lancer, j'étais pas stressé, voilà, j'avais au contraire ça te rassurait le fait de te dire au final pas que ça me rassurait mais en gros je m'étais dit on plume pas un œuf si tu veux, donc à un moment donné je me suis dit j'ai rien, ils vont pas me prendre ce que j'ai pas, tu vois ce que je veux dire, donc en gros je me suis dit voilà, c'était donc du coup on s'est lancé, la salle a cartonné et genre 4 mois après, j'ai un appel donc de Jérôme, donc qui est un membre du comité de direction de l'Orange Bleu, qui m'appelle, qui me dit écoute Jonathan, il y a un entrepreneur qui a une salle de sport au nord de Pau, un gérant de salle qui vend sa salle, une salle indépendante. Est-ce que tu seras intéressé pour aller la voir, pourquoi pas la racheter? J'ai dit attends Jérôme, je dis ça fait 4 mois qu'on est ouvert, j'ai déjà un restaurant à Toulouse. Pour info, Toulouse-Pau, il y a quand même 200 km de distance. C'est pas comme si c'était au même endroit quoi. Donc en plus ça fait des allers-retours. En et plus, l'organisation. Faut que tu habites à Toulouse ou à Pau. Enfin, même habiter entre les deux, tu seras 1h30 des deux, donc c'est pas pratique non plus. Enfin, donc il y avait une logistique entre guillemets, et il me dit écoute Joe, va voir, ça coûte rien d'aller voir. Et moi le problème si tu veux, c'est que quand je vois une opportunité, faut savoir la saisir. J'ai du mal à passer à côté quoi. Donc je suis arrivé, j'ai vu voilà le vendeur qui était un peu au bout du rouleau on va dire, et entre guillemets j'ai rapidement mauvais gestionnaire.
Mauvais gestionnaire, je dirais que j'ai géré différemment de lui, entre guillemets. On est arrivé, pour l'anecdote, on est arrivé donc à la salle pour voir la salle et se renseigner. Donc on est arrivé, il y avait à l'accueil personne, il y avait un bouton, tu sais, une sonnette là comme à l'hôtel où tu fais dring dring. Et donc j'appuie dessus et là en fait donc le gérant il sort de chez lui parce qu'en fait la salle avait un appartement attenant à côté. C'est ça, avec donc des pâtes bolo dans la bouche. Bonjour, je peux vous renseigner. Bon, c'est la première image, on dit souvent est la bonne. Bon, bref, donc on a échangé, c'est un ancien militaire et tout, et donc j'ai regardé un petit peu ses tarifs, il y avait 50 offres de tarifs différentes, des choses qui pour moi me marquaient en tant que gérant de salle, même avec 4 points d'ancienneté, par rapport aux méthodes de l'Orange Bleu qu'on m'avait apprises. Qu'on t'avait appris, il n'était pas dedans, quoi. Ah, il était pas dans les clous. Et le plus marquant, c'était, je me rappelle, à midi, il y avait un cours collectif, et donc je vois les gens, si tu veux, arriver avec donc leur bar, leur petit tapis et tout, ils s'installent, et donc le cours démarrait à 12h30. Et 12h30, je vois personne, pas de coach arriver, etc. Et là, je vois les gens ranger leur matériel et repartir sans avoir fait le cours. Et je demande au gérant, je dis, écoute, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Il dit, écoute, Jonathan, le coach, il est auto-entrepreneur, donc s'il trouve mieux payé ailleurs, il vient pas. Et là, en fait, je me suis dit, j'ai dit à Julien, c'est pas possible, quoi. Je dis, à gérer comme ça. Là, ils viennent pour un cours. Si le cours se fait pas, ils s'en vont, quoi. C'est ça. Et il avait encore à l'époque 300 abonnés. Et je me suis dit, comment il peut y avoir 300 irréductibles? Et donc, on a fait une offre, entre guillemets, à la casse sur cette salle de sport, donc pour la reprendre. Et on l'a rachetée et donc réouvert. Donc là, il n'y a pas de travaux à faire parce que, c'est déjà une salle de sport, etc. On a mis la charte graphique, mais ça a été assez rapide durant l'été. Et au 15 août, on ouvrait la seconde salle de sport. La première, on l'avait ouvert mi-février pour info. Ah oui, donc en 6 mois à peine. Même pas 6 mois, ouais. Et donc là, on ouvrait la seconde salle de sport et on a fait x3 sur le chiffre d'affaires en 2 ans sur cette salle, sans changer aucune machine et sans faire aucun travaux, je dirais, de rafraîchissement. Vraiment, juste c'est de la peinture, etc. Mais en mettant en place des méthodes et des process qu'avait donc validé l'Orange Bleu au préalable. D'accord, ok. Franchement, magnifique. Parce que du coup, ça faisait une bonne affaire, une opportunité saisie. En plus, fallait quand même, de 1, avoir la vision et de 2, quand même avoir le courage de tout de suite se lancer dans une deuxième salle parce que la première, elle a un bon démarrage. Ça suffit peut-être pas encore pour peut-être payer toutes les charges et commencer à se payer dessus. Tu dis, je m'engage tout de suite dans une deuxième. Si la deuxième marche pas non plus, entre guillemets, j'ai doublé mes charges. C'est clair. Et j'ai toujours pas gagné un euro dans cette histoire, quoi. C'est clair. Et ce qui est incroyable, c'est que les banques nous ont suivis aussi. En gros, la salle, au moment où on a fait le projet, on était déjà à l'équilibre. Nous, on est arrivé à l'équilibre sur la première salle au bout de 3-4 mois. Généralement, magnifique. Sur une salle, en règle générale, entre 3 à 6 mois, on arrive donc au point d'équilibre. Nous, on est arrivé en 3 mois. Et donc, quand on a fait le second projet, on était déjà, à l'équilibre. Ce qui a rassuré les banques. Et elles nous ont financé sans problème du coup le second projet qui était un peu moins cher que je dirais que le premier forcément parce que du coup il y avait pas autant de travaux que sur le premier. Oui, entre guillemets, t'as racheté un peu le travail de celui qui avait amené son business à péricliter un petit peu, quoi. C'est ça. Et nous, avec nos économies de charges et nos méthodes, en gros, avec la base adhérents qu'il avait, on était déjà à l'équilibre. Donc en fait, les adhérents en plus, c'était du bonus. Et on a fait donc grosse campagne de communication, mis en place les process, etc. On rappelait les gens par téléphone, on envoyait des SMS, les anciens abonnés qui avaient résilié où tu avais les coordonnées. Exactement, on faisait un vrai travail de tracking du prospect, etc. Lui, les gens venaient, faisaient une séance d'essai, ils repartaient, il n'avait pas le numéro de téléphone, pas le nom, pas le prénom. Je veux dire, à l'heure d'aujourd'hui, ça paraît incroyable de pas pouvoir traquer chaque donnée, chaque contact, chaque lead, etc. Et donc, on a mis en place tous ces process qu'on nous a appris. On n'a rien inventé en soi. Encore une fois, c'est la licence de marque et c'est l'Orange Bleu qui nous l'a... Et tout simplement avoir des gens qui les suivent, parce que c'est vrai que ça, pour l'anecdote, ce que tu dis de prendre les coordonnées quand t'as quelqu'un qui va faire une séance d'essai, on était ensemble à Alicante il y a pas si longtemps, quand on allait faire une séance d'essai la première fois dans une salle de sport là-bas sur place, le mec nous a juste fait payer, il nous a rien demandé. La fois où on est revenu, c'était pas le même, et lui pour le coup il nous a pris les coordonnées, il nous a demandé, etc. Et c'est là que tu vois la différence de celui qui est commercial. Après, peut-être que le premier avait compris qu'on était des touristes et qu'on reviendrait pas s'inscrire à l'année, mais le deuxième nous a dit si vous voulez revenir plus tard sur d'autres vacances sur Alicante, etc. Vous avez nos coordonnées, ils font tout pour que tu reviennes et que du coup tu refasses du chiffre d'affaires dans leur salle. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose, si tu le fais pas dans ton business, tu t'assois sur de l'argent directement, quoi. Ah, mais c'est obligatoire. Puis aujourd'hui, quelqu'un qui vient chez toi, c'est un prospect chaud, tu vois ce que je veux dire. Déjà, il est venu chez toi, donc il a un intérêt, il est venu, il a poussé la porte. C'est quand même dommage de pas lui prendre ses coordonnées et de lui envoyer, entre guillemets, des petits mails régulièrement, tu vois, avec des offres promotionnelles, etc. Mais ça, c'est des choses, à l'époque, dans le milieu du fitness particulièrement, il y avait beaucoup d'indépendants, il y a quasiment que des indépendants qui, entre guillemets, étaient le seul club de la ville, et ça faisait qu'en gros, on pouvait être bon ou pas bon, on avait quand même du monde.
Aujourd'hui, dans la conjoncture dans laquelle on est, avec la concurrence qu'il y a, etc., et le marché qui se développe chaque année, on est obligé d'être professionnel par rapport à ça. On peut pas laisser les gens venir parce qu'en gros, c'est la communication qui les fait venir. Donc, on paye du budget pour les faire venir. Une fois qu'ils sont là, on les laisse repartir sans prendre leur contact. T'as dépensé de l'argent sur ton coût d'acquisition et quand enfin tu peux signer ton client et en rentrer, bah, tu le laisses repartir. Et c'est vrai que c'est intéressant que tu parles de ça parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois sur ce podcast. Quand j'étais en banque, les 3 activités qui étaient vraiment à risque, on nous disait attention, n'y allez pas ou n'y allez vraiment qu'avec des énormes garanties, c'était les restaurants, les bars tabac et les salles de sport. Et justement, ça vient de ce que tu dis sur qu'il y a beaucoup d'indépendants qui ont fermé. Et en plus, moi, ça fait plus de 13 ans maintenant que j'ai été dans un nombre incalculable de salles de sport en comptant les salles associatives, les indépendants, les franchises, les salles en vacances, les salles même à Montpellier. J'ai dû changer quasiment 10 fois de salle. J'ai eu pas mal d'amis qui ont aussi des salles de sport. Malheureusement, souvent les indépendants, ça a mal fini. Beaucoup ont fermé. Même des fois, certains qui avaient réussi à atteindre finalement une taille critique où ils se disaient, ça y est, maintenant je peux me payer. Des fois, ça finit mal quand même. On a une anecdote justement dans une salle d'un chef d'entreprise qui malheureusement son business l'a tellement impacté que malheureusement il a mis fin à ses jours après ça. Donc c'est un business, je sais, qui est pas facile quand t'es indépendant là-dessus. Et du coup, le fait d'être dans une franchise, ça te permet d'avoir cette aide-là justement et de finalement ne pas être tout seul peut-être et de surtout avoir l'avantage quand tu ouvres d'avoir un appui et de pas avoir un nom du banquier juste parce que du coup tu vas dans l'activité qui est jugée à risque par lui. Bien sûr, mais ce que tu dis c'est vrai. À l'époque, en fait, le marché n'était pas structuré. Tu ouvrais une salle de sport dans une ville, tu mettais quelques machines, tu mettais 50 € par mois, les gens venaient, il y avait que toi. Tu vois ce que je veux dire? Ça marchait comme ça pendant de longues années, vraiment de longues années, et sont apparus entre guillemets les licences de marque avec des concepts, les franchises, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ouvrir sans enseigne, moi, je le dis clairement, c'est suicidaire. Pour moi, aujourd'hui, je le dis franchement, par rapport aux économies d'échelle, sur le matériel, les travaux, l'accompagnement, etc. Et souvent, les projets sont avortés avant même d'ouvrir, parce qu'aujourd'hui, concrètement, les banques ne financent plus d'indépendants sans enseigne. D'accord, trop risqué par rapport à eux, entre guillemets. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, d'avoir un cadre où, entre guillemets, t'as ta communication qui est faite, ton matériel est négocié, pas pour une personne, mais pour 50, 100 personnes, fait qu'aujourd'hui, les clubs ont, un coût bien moins important. Je vois, moi, aujourd'hui, à l'Orange Bleu, par exemple, un club grand format, c'est 350 000 € d'investissement, tout compris, pour un club qui fait 600-800 mètres carrés. C'est imbattable. Aujourd'hui, va faire des devis, Julien, sur des machines chez Matrix, Bodytone, BH, comme ça, en tant qu'indépendant. Va voir des artisans comme ça, en demandant un tarif pour une salle de 600-800 mètres carrés. T'auras un investissement quasiment du double. Et en plus, il faut arriver à les faire financer. C'est pas que arriver à trouver son local, arriver à trouver l'entreprise qui va t'amener les machines. C'est vraiment, en plus, juste, ou alors t'es en fonds propres ou t'as un gros associé, on en connaît. Il y a la franchise Oner qui est très développée dans le sud de la France, où là, c'était une famille montpelliéraine qui a beaucoup d'argent, qui a décidé d'ouvrir beaucoup de salles de sport et ça fonctionne parce qu'ils avaient beaucoup de cash à la base. S'ils avaient dû partir avec que du financement bancaire, ça aurait été très compliqué. Nous, aujourd'hui, l'avantage qu'on a à l'Orange Bleu, pour les citer, c'est qu'on a un partenariat Pôle Franchise qui fait qu'aujourd'hui, si tu veux, quand un partenaire rejoint le réseau, donc on lui trouve son local, on négocie son bail, on lui fait un chiffrage travaux, etc. Et en fait, on lui montre tout le dossier donc prévisionnel, études de marché et études de concurrence, et on va l'envoyer directement en fait au Pôle Franchise à Paris, donc des banques partenaires, donc la BPCE, donc Banque Populaire, Caisse d'Épargne, la BNP, la Générale, etc. Les Pôles Franchise donc prévalident entre guillemets le dossier et vont le renvoyer à l'agence en local. Et c'est l'agence en local qui va appeler le partenaire en disant on aimerait vous rencontrer, vous êtes le porteur de projet. On a réussi à inverser un petit peu, tu vois, la relation bancaire. C'est pas le partenaire qui va demander son crédit, c'est la banque qui l'appelle pour pouvoir le rencontrer et le financer. Et voir s'il finance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pourquoi les banques font ça? Les banques, elles sont pas folles, entre guillemets. C'est qu'elles savent qu'avec une enseigne, il y a beaucoup plus de chances de réussite que par rapport au projet. Exactement. Et pour revenir du coup sur tes 2 salles de sport, tu les as encore aujourd'hui? Non, j'ai revendu mes salles de sport à mon coach, donc à un de mes coachs qui m'a racheté mes 2 salles, j'irais à 3 ans d'intervalle. Et là, je suis sur un nouveau projet de salle de sport, donc du côté d'Alicante en Espagne, parce que j'ai un projet donc de déménager en Espagne prochainement. Et donc j'ai un projet de salle de sport là-bas. D'accord, super. Et le Subway? Et donc le Subway, je l'ai revendu pareil à quelqu'un. Alors je rigole parce qu'en fait j'ai vendu toutes mes affaires sans jamais les mettre en vente. C'est assez anecdotique. On m'a toujours contacté pour acheter mes affaires. Pour les racheter directement. C'est ça. Et je citerai ma grand-mère qui m'a dit faut toujours vendre la poule quand elle est grasse. Donc je l'ai toujours écouté. Voilà. Mais c'est bien parce que c'est pas facile, je pense, pour un chef d'entreprise de faire un flip parce qu'entre guillemets, quand t'as un business qui marche,
qui fonctionne, qui t'amène à une rémunération récurrente, du dividende chaque année, qui peut-être s'apprécie peut-être un petit peu, parce que chaque année tu fais un petit peu plus de chiffre d'affaires que l'année d'avant. C'est compliqué de se dire à quel moment je le vends, à quel moment je pars sur autre chose, sans en plus avec toujours le même souci, c'est que c'est facile de refaire l'histoire, mais quand t'es chef d'entreprise, tu sais pas si l'affaire que tu vas lancer demain marchera aussi bien que celle que tu avais hier. C'est ça. Et c'est vrai que le restaurant, quand je l'ai vendu, on faisait entre 700 et 800 000 euros de chiffre d'affaires, avec un panier moyen à 6,50 €. C'est quand même beaucoup de volume. C'est un restaurant qui marchait très bien. On a été dans le top 20 des Subway de France plusieurs années consécutives et tout. Donc voilà. Donc non, le restaurant marchait très bien. Quand cette personne donc m'a contacté sur LinkedIn pour pour me dire qu'elle était intéressée par mon local. Avec Julien, on s'est posé la question. Ça faisait 12 ans qu'on avait le restaurant et c'est vrai que c'est quand même beaucoup de contraintes aussi. Un restaurant, je parle par rapport au personnel. Oui. Je passerai tous les prud'hommes que j'ai pu avoir. Je passerai les problèmes de chambre froide. Je passerai les problèmes de clim, de livraison en plein service. Enfin, voilà, la restauration aujourd'hui, ça fait rêver beaucoup de gens. On se dit ah ouais, la food, c'est super. Je vais faire mon petit restaurant. On se voit arriver avec la veste sans manches, en Vespa et tout. Non, ça c'est pas ça. C'est pas du tout ça. C'est être au fourneau. C'est déboucher les WC bouchés par les clients. C'est comment dire, le bac à graisse qui est complet tout le temps, qu'il faut vider, etc. C'est vraiment, voilà, c'est compliqué, c'est un métier qui est compliqué, les gens, voilà, sont pressés, il y a des livraisons à gérer, il y a du personnel à gérer, voilà, il y a beaucoup de paramètres. Moi, je suis parti pendant 12 ans en vacances en étant embêté chaque été, donc par le restaurant, il y a toujours un problème, voilà, ça peut être une chambre froide par forte chaleur, ça peut être, comment dire, des employés absents, ça c'était mon quotidien, ça peut être ce genre de soucis, et c'est vrai que quand j'ai vendu le restaurant, je me rappelle donc avec mon épouse Caroline, on est parti en vacances et je lui ai dit c'est la première année où en fait, je profite de mes vacances. Et profiter sans avoir... c'est ça. Et en plus d'avoir l'épée de Damoclès, de savoir que si ton téléphone sonne avant même que tu aies décroché, tu sais que c'est un problème à gérer sur le resto. C'est que pour un problème. On m'appelait jamais pour me dire Jonathan, on a fait plus de chiffre d'affaires que prévu. ça m'est jamais arrivé. Par contre, me dire qu'il y avait un souci, c'était régulièrement. Et à la fin, c'est vrai que ça fatigue, ça use honnêtement. C'est 12 ans de restauration, ça use, sans parler d'y avoir bossé au départ 7 jours sur 7, de 7h du matin à 1h du matin. Je trouve que vraiment ça use. Et quand j'ai eu l'opportunité de le vendre, je me suis dit bon voilà, c'est mon heure était arrivée, enfin l'heure du restaurant entre guillemets, c'est le moment de s'en séparer et donc du coup on a acté ça et aujourd'hui c'est un restaurant Pokawa, une ancienne de Pokéball qui a repris le restaurant. Le gars qui a arraché le Subway, ça a pas fonctionné. Non, il a pas du tout. Bon, en fait, ça qui est marrant aussi d'ailleurs, Subway, on t'a racheté l'affaire mais sans le contrat de franchise. C'est ça. En fait, ce qui est bizarre, c'est que moi j'ai informé Subway en leur disant écoutez, je vends mon restaurant. On avait un top restaurant. Pour que tu aies une idée, chaque semaine on avait un document donc de Subway. J'imagine. C'est ça pour dire les chiffres de tous les restaurants et on faisait en moyenne 2 fois le chiffre d'affaires de la région. C'est notre restaurant, donc on était vraiment sur des moyennes hautes toute l'année. Et en fait, Subway n'a pas voulu faire reprendre le restaurant, en tout cas nous a proposé personne. Et donc du coup, on l'a vendu, à ce monsieur qui a voulu faire un Pokawa à l'intérieur et qui en gros a récupéré le local. Voilà. D'accord, super intéressant. Et après, du coup, plus de salles de sport, plus de Subway. Quelle est ton activité maintenant ? Alors aujourd'hui, donc j'ai 2 activités. J'accompagne la marque l'Orange Bleu dans son développement, donc depuis maintenant quasiment 10 ans. En fait, l'anecdote, c'est que comme je t'ai dit, moi à l'époque où j'ai voulu entreprendre avec l'Orange Bleu, j'ai dû monter à Rennes pour rencontrer les dirigeants, etc. Et en fait, le patron de l'Orange Bleu, donc Thierry Marquer, le créateur, s'est dit en fait, qui de mieux qu'un licencié pour parler de la marque ? C'est vrai, qui de mieux qu'un gérant de salle de sport pour parler un petit peu du fonctionnement. Et donc, du coup, il a nommé différents gérants par secteur pour donc accompagner et donc expliquer aux candidats à l'enseigne le fonctionnement, comment on les accompagne, etc. Et donc, j'accompagne la marque l'Orange Bleu depuis maintenant 10 ans sur son développement. Voilà, donc c'est vraiment un métier, je dirais, hyper intéressant. J'accompagne des porteurs de projets tous différents les uns des autres. J'ai de l'investisseur, j'ai des gens en reconversion, j'ai des gens des jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat sans avoir l'idée, comme on disait, de Elon Musk. Pour révolutionner le monde. Et je les accompagne sur leur projet, donc c'est hyper intéressant. Et j'ai aussi une boîte de marchand de biens, donc avec deux amis à moi, un qui était adhérent dans ma salle l'Orange Bleu, et un qui est... C'est ça, et un qui est aussi ancien gérant d'Orange Bleu. Ok, donc l'Orange Bleu est central dans ta vie aujourd'hui. Exactement, l'Orange Bleu est au cœur de mes activités aujourd'hui. Ouais. Ok. D'ailleurs, l'Orange Bleu, t'as l'origine du nom ? Bien sûr, donc c'est une question qu'on m'a souvent posée, et je vais dévoiler le mystère aujourd'hui. En fait, l'Orange Bleu, ça vient d'un poème de Paul Éluard qui dit que la terre est bleue comme une orange. Et en fait, à l'époque, donc dans les années 90, quand l'Orange Bleu a été créé,
C'est écrit en 96 pour l'info. Ok. C'est la mode un petit peu des bodybuilders, Schwarzenegger, etc. Ouais. Et tout le monde s'appelait Fit Truc, Gym Machin, etc. Et Thierry, il s'est dit, moi, j'ai envie d'avoir une marque qui donne pas cette image, entre guillemets, de salle de bodybuilder, entre guillemets, ou de musculeux. Et donc, il a appelé ça l'Orange Bleu, parce qu'il aimait bien Paul Éluard, entre guillemets. Il a appelé ça l'Orange Bleu. Et quand le réseau s'est développé, entre guillemets, un jour, ils se sont posé la question de se dire, le réseau ne cesse de grandir. Est-ce qu'on ne devrait pas changer le nom? Parce que c'est un truc plus mainstream, entre guillemets. C'est ça. Et en fait, ils ont donc sollicité des boîtes de communication parisiennes, etc. Et elles ont dit, ne changez rien. Vous avez, comment dire, un super nom qui, justement, interroge. C'est sûr. Ça, et qui différencie. Ok, super anecdote là-dessus. Ouais. J'étais pas sûr qu'il y aurait une réponse, parce que des fois tu te dis, ils ont peut-être appelé ça un matin, ils se sont dit non, l'orange bleu, ça en plus ça amène le truc de se dire, une orange c'est orange, tu vois, donc si tu l'appelles l'orange bleu, c'est un peu comme tu dis si je montais en haut, tu vois, donc c'est ça. C'est ok. Comme on dit souvent, l'orange bleue, une affaire juteuse et sans pépin. Et sans pépin. Super. Et en vrai, je trouve ça super intéressant parce que c'est pas souvent qu'on peut discuter avec quelqu'un qui justement travaille à l'intérieur d'une franchise, aide des porteurs de projets à avancer. Si tu devais un petit peu résumer le process type de quelqu'un qui aujourd'hui se dit je suis intéressé d'ouvrir une salle de sport, c'est quoi mes étapes? Parce que entre guillemets demain par exemple moi je vais ouvrir une salle de sport, pourtant j'ai été dans énormément de salles de sport, c'est un business que je peux avoir l'impression de connaître parce que forcément dans les salles de sport j'en ai vu plein, j'ai vu ce qui marche pas. Honnêtement je saurais pas par quoi commencer à part peut-être trouver un local. Et encore, je sais pas à quel moment il faut voir les travaux, est-ce qu'il y a vraiment des choses à savoir sur la disposition d'une salle de sport, le matériel, toutes ces choses-là, est-ce qu'il faut aller au matériel dernier cri ou pas? À quoi ça ressemble vraiment l'ouverture d'une salle de sport pour quelqu'un justement qui voudrait peut-être se lancer là-dedans? C'est une très bonne question que tu poses, Julien, et il faut déjà bien différencier qu'aujourd'hui il y a la passion et il y a le business. Je le dis souvent, aujourd'hui j'ai beaucoup de candidats qui me contactent, qui sont passionnés, je dirais, de fitness et qui veulent un peu se faire une salle de sport comme ils feraient au fond de leur garage pour se faire plaisir. C'est vraiment bien différencié qu'aujourd'hui il y a ce qu'on aime dans le sport et il y a ce qui rapporte de l'argent, et le business. Nous, dès qu'un candidat rejoint le réseau, on va commencer donc par l'étape la plus importante, c'est la recherche de locaux. D'accord. Okay. Donc là, on va regarder un petit peu au niveau des partenaires qu'on a dans l'immobilier, les foncières, les promoteurs, etc. Voir un petit peu ce qu'il y a en termes de local, donc sur une zone. Donc un local, pour qu'il soit intéressant, il faut deux aspects. Tout d'abord, l'aspect commercial. Il faut qu'il y ait un emplacement numéro 1. Il faut qu'il y ait du flux piéton, du flux voiture. Il faut qu'il y ait du parking. Il faut qu'il y ait de la vitrine en façade. Ça, c'est le côté commercial. Mais c'est pas tout. Il faut aussi l'aspect technique. Parce que ton local, s'il est bien placé avec du parking, etc., mais que tu n'as aucun mur d'isolé, que le toit est en amiante et que tu as des murs porteurs, je dirais tous les 5 mètres, ton coût de travaux, qui va être ta plus grosse dépense de ton plan de financement, va venir faire éclater ton seuil de rentabilité. Donc le second point important sur le local, c'est le côté technique. Donc, aspect commercial, aspect technique. Une fois que ces deux points sont validés donc par nos équipes, on va négocier les conditions locatives. D'accord, donc le loyer, donc un loyer évidemment le plus bas possible. Après, ça va dépendre de la région. Ça, j'imagine, il y a des endroits où, c'est une zone peut-être plus. Moi, j'aime bien parler du périurbain dans l'investissement immobilier parce que ces zones-là, on trouve de la renta dans les immeubles. Si tu arrives à trouver peut-être une zone de chalandise intéressante dans un endroit comme ça où entre guillemets tu as des hangars pour pas cher, tu peux peut-être avoir un loyer plus bas. Et si forcément tu es dans une grande agglomération avec de la concurrence, peut-être d'autres salles de sport qui veulent se mettre là, ça risque de coûter un peu plus cher. Ouais, c'est ça. Et il y a aussi un autre élément, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux, sur un local commercial, le loyer est fonction du locataire. Oui. D'accord, donc c'est un peu à la tête du client, on va dire, pour parler crûment. C'est vrai que moi je serais pas à l'aise perso en tant que propriétaire de locaux commerciaux. Moi la salle de sport, je verrais ça avec du warning. Justement, peut-être le fait que ça soit une franchise, ça me rassurerait parce que je me dis franchement, si c'est un mec qui veut se mettre en indépendant, j'ai eu tellement de salles fermées. Entre guillemets, tu sais que le mec, au bout de quelques mois, si ça marche pas bien, va dire en fait, j'ai pas eu suffisamment d'adhérents, faudra peut-être qu'on baisse le loyer, etc. Ou qu'on prolonge. Enfin, tu sais que ça va être des problèmes. Alors que tu trouves, je sais pas moi, ça peut être, tu redivises allez, si t'as un grand local, tu le redivises, tu loues à des experts comptables, des infirmiers, des trucs comme ça sera peut-être beaucoup moins de problèmes qu'une salle de sport. Ce que tu dis, c'est totalement vrai et on peut le comparer avec la grande distribution. Demain, c'est un local commercial et que je te dis, je vais y monter une supérette versus si je te dis, je veux monter un Leclerc. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas être enclin de la même manière avec une supérette qu'un Leclerc. Et aujourd'hui, c'est pareil. Nous, en tant qu'enseigne, si tu veux, aujourd'hui, on est très bien vu par les bailleurs parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, l'Orange Bleu compte plus de 400 clubs en France. On est présent depuis 30 ans cette année. C'est l'anniversaire d'ailleurs de l'Orange Bleu, là, au mois de juin. Et donc, du coup, c'est vraiment, je dirais, un point important. Donc, aujourd'hui, les bailleurs mesurent leur risque donc, dans leur loyer. Donc, si le risque est important, le loyer sera plus cher. D'accord. Donc, aujourd'hui, on profite aussi, nous, de ça grâce, entre guillemets, à la notoriété de la marque. On arrive à avoir des loyers
loyer relativement cohérent, même sur des secteurs, je dirais, hyper tendus. Hein. Là, on a ouvert une salle de sport à Villeneuve-Loubet. On a un magnifique local de 500 mètres carrés vue mer avec un loyer ultra cohérent dans les 5 000 euros par mois hors taxe. Donc, c'est vraiment quelque chose. Et on voit la mer du local. Donc, c'est vrai que souvent, c'est top. Ça donne un côté premium en plus. Il y a des gens qui vont être prêts à y aller juste pour dire ma salle de sport à vue mer, même s'ils vont jamais. D'ailleurs, j'invite à aller voir donc Mélissa à Villeneuve-Loubet, passez la voir, vous verrez, elle a un très bon club et elle est très sympa et donc avec une belle vue sur la mer. Donc ce local, donc on le trouve, on négocie donc les conditions locatives, donc une franchise de loyer, une prise en charge de travaux par le bailleur éventuellement, un dépôt de garantie limité, etc., etc. Une fois qu'on a négocié ces conditions locatives, on a répondu à la première inconnue du projet, c'est-à-dire le montant du loyer. La seconde inconnue, c'est quoi? C'est le montant des travaux. Tout le reste, on le connaît. D'une salle à l'autre, le prix du matériel, de l'EDF, du comptable, etc. On le connaît, c'est pas un souci. Donc là, on va faire un chiffrage global des travaux pour la salle. L'avantage qu'on a, nous, aujourd'hui, au niveau de l'Orange Bleu, c'est qu'on a des tarifs négociés au national avec les artisans. Donc, d'ores et déjà, on sait le prix du mètre carré de placo, etc. Mais c'est quoi? C'est des équipes d'artisans au niveau national qui travaillent avec l'Orange Bleu, j'imagine, c'est ça? C'est ça, en fait, c'est des sous-traitants, entre guillemets, et qui se déplacent et tout. Ou qui trouvent en local, mais qui arrivent à tirer les prix vers le bas. C'est ça, on envoie la grille tarifaire, en gros, et soit ils passent à ce prix-là, soit ils passent pas. Et on a toujours des gens qui gèrent les chantiers, etc. Donc, pour info, on a encore ouvert l'année dernière 42 clubs dans l'année, donc ouverts ou repris. Donc, il y a un gros rythme. Et donc, on va chiffrer les travaux. Une fois qu'on a chiffré les travaux et qu'on a le montant du loyer, on peut réaliser toute la partie prévisionnelle. D'accord, donc ça on le fait en partenariat avec les cabinets comptables partenaires de l'Orange Bleu, et on envoie tout ce dossier avec l'étude de marché et étude de la concurrence directement à Paris au pôle franchise. D'accord. Les pôles franchises vont regarder le dossier, ils vont vérifier qu'en gros, dans les grandes masses, tout est OK, que l'apport est respecté. Pour info, je te le dis, l'apport donc sur un projet de l'Orange Bleu, par exemple, c'est 60 000 € sur un petit format de club type milieu rural, et c'est 70 000 € sur un grand format type Montpellier, Toulouse, etc. On est sur 15-20% d'apport pour le preneur? C'est 20% en gros, 20% d'apport. Donc, sachant que le matériel est souvent financé en crédit bail, et donc ne rentre pas dans le plan de financement, mais on est sur ces montants-là. Donc du coup, dans ton prêt, il y a des travaux, j'imagine. C'est ça, travaux, la BPI, le BFR, le fonds de roulement. On va avoir tout ce qui est mobilier, lettrage, la sono, IFI, les PC. Voilà, on est sur un investissement global tout compris avec le matériel à 350 000 €. D'accord. Combien de mètres carrés à peu près une salle comme ça? 600-800. 600-800. 600-800 mètres carrés pour un grand format, et on est sur 350-500 mètres carrés sur un plus petit format. D'accord. Type, milieu rural. Mais vers chez vous, on a ouvert à Bessan. Donc à côté de Montpellier, donc c'est un petit village avec Pierre, que je salue d'ailleurs. Pierre, je viendrai faire une séance. Salut Pierre, qui est un ancien policier, donc qui a rejoint le réseau et qui a monté une belle petite salle qui marche très bien. Donc sur un petit format. Donc voilà, et après on a le format, je dirais, plus classique comme on a à Toulouse, à Bordeaux, à Marseille, etc. On est sur du 600-800 mètres carrés, donc des formats plus type milieu urbain. Ok, je vois bien. Et à quoi ça ressemble globalement de gérer une salle de sport, pareil, pour quelqu'un qui du coup a fait l'ouverture? J'imagine, au début, comme dans tout business, faut être un peu plus présent, faut attendre que ça tourne, faut attendre que tu aies un peu tes équipes, que tu aies tes process, que tu aies tes premiers clients. Et après, globalement, c'est un business où il faut être tout le temps présent, ou à l'inverse, tu peux te permettre d'avoir d'autres activités à côté. Ça ressemble à quoi concrètement? Parce que c'est vrai que moi, j'ai vu tout dans les salles de sport. J'ai vu des gars qui étaient là du matin au soir, ils habitaient sur place, un peu comme tu racontais l'anecdote du mec qui vient en mangeant ses pâtes. Ça nous est arrivé. Le mec, il avait son appart à l'étage et il y a un problème dans la salle, tu l'appelais, il descendait avec le porte-bébé pour te voir. Ah, quoi, il y a un problème sur une machine, ok, je le réparerai ce soir, etc. Ou à l'inverse, il y avait des gérants, je les ai jamais vus. Tu vois, entre guillemets, t'as je sais pas moi, t'as différents coachs, salariés ou pas salariés, qui tournent dans la salle, qui sont plus ou moins présents. Ça ressemble à quoi, on va dire, la recette de l'Orange Bleu là-dessus? En fait, ça dépend où tu mets le curseur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux, nous, ce qui est bien, c'est qu'il y a des process, tout est carré, processisé, les méthodes, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur un grand format de club, il te faut 2 coachs salariés 35 heures, donc ils vont assurer, je dirais, la partie opérationnelle, tout ce qui va être les cours collectifs, les programmes de musculation, l'argumentaire commercial, etc. Et après, il faut un responsable en 35 heures. Donc, soit aujourd'hui, tu veux être gérant présent, etc. Et donc, tu as un 35 heures qui t'attend dans la salle pour combler les créneaux où ton coach est en cours collectif, d'accord? Parce que, par exemple, en gros, les coachs, au niveau du planning, il y en a un qui fait, en gros, la journée et un autre qui arrive pour la soirée, pour être 2, si tu veux, sur la soirée. Donc, la journée, par exemple, à 10h, quand le coach est en cours collectif, à l'accueil, il n'y a personne. Et donc, forcément, si quelqu'un se présente, il faut pouvoir le renseigner. Et donc là, c'est là que le gérant, entre guillemets, est présent. Mais si le gérant, demain, décide ou a déjà les affaires à côté, pas présent, etc.,
En mettant un responsable, il ne peut, ne pas être, je dirais, présent opérationnellement sur le club et passer pour faire un point avec ses équipes régulièrement. Là, j'ai fait une vidéo récemment avec un partenaire que j'ai accompagné. Oui. Ils ont ouvert 7 salles de sport en 14 mois. Wow. Tu te doutes bien qu'il ne peut pas se diviser en 7, etc. Donc, c'est sûr. on peut déléguer, mais c'est vraiment à structurer. D'accord, c'est un point important. Aujourd'hui, une salle de sport, c'est pas une activité qui est chronophage. D'accord, par rapport à la restauration, ça n'a rien à voir. Hein, je le dis et j'ai comparé les deux, donc je sais de quoi je parle. Exactement. Mais si tu n'as pas de commande, t'as pas de marchandises, t'as pas de périssables, t'as très peu d'employés. Ce sont des passionnés. Enfin, je veux dire, d'ailleurs, c'est des salariés ou c'est des coachs indépendants? Parce que moi, j'ai déjà vu les deux dans des salles, donc je sais pas. Très bonne question. Alors, ce sont des salariés. Alors, je fais un petit rappel et tout, c'est important de le dire. Aujourd'hui, un auto-entrepreneur, un coach auto-entrepreneur, il est là pour des besoins ponctuels. D'accord? Aujourd'hui, si les salles qui ont des coachs auto-entrepreneurs qui sont là toute l'année et qui bossent que pour leur salle, ce sont des salariés déguisés. Donc ça vraiment peut être qualifié là-dessus. Voilà, exactement. Donc ça vraiment je mets en garde. Nous aujourd'hui à l'Orange Bleu, ce sont des coachs salariés formés par les écoles de formation de l'Orange Bleu, le NCP, on en a partout en France, et sont des coachs qui ne sont pas. Ça coûte combien à peu près un salarié comme ça? Alors aujourd'hui, au niveau du métier de coach sportif, ça dépend aussi évidemment des régions et du coût de la vie, mais c'est pas un métier qui est très bien payé. On est sur un métier passion, malheureusement, comme infirmière, policier, etc. C'est plus des métiers vocation que des métiers, je dirais, que l'on fait pour uniquement l'argent. Aujourd'hui, un coach qui démarre, entre guillemets, je dirais, dans le salariat, entre guillemets, sur une salle de sport, va être payé dans les 1500, 1600 euros net par mois, quoi. Ok, on va dire on est proche du SMIC, donc il y a les abattements. C'est un peu plus que le SMIC, etc. Avec un système aussi de commissionnement, donc on invite à faire. Après, ça, c'est à la discrétion de chacun des gérants. Hein. Moi, je sais que je l'ai eu fait. J'avais un barémier de commission. Chaque contrat vendu, ils avaient une commission, etc. Ça permettait, en fait, de gonfler et de les motiver. De gonfler les salaires et de les motiver. Ok. Franchement, super intéressant. Parce que tu vois, ça aussi, c'est des questions, moi, de l'extérieur, je sais pas. Enfin, c'est des choses où, justement, en ayant l'impression de connaître ce milieu, parce que j'y passe des dizaines d'heures par semaine et que j'ai vu plein d'exemples différents, je ne sais pas de l'intérieur les problématiques de business. C'est pour ça que je trouve ça super intéressant d'en discuter là-dessus. Mais c'est hyper cool, hein. C'est une activité, franchement, c'est du loisir. Hein. Je veux dire, on vend pas des porte-fenêtres. Hein. Les gens viennent chez nous pour prendre du bon temps. Avant tout, surtout à l'Orange Bleu, on n'est pas, entre guillemets, une salle de performeurs. Donc les gens viennent chez nous passer un bon moment, prendre le café, rigoler, etc. Et il y a aussi ce côté amnésie de paiement. Parce qu'en fait, une salle de sport, par rapport à un restaurant, si tu veux, tu t'abonnes une fois et après, tu es prélevé tous les mois. T'as pas de notion de carte bleue, de venir avec ta CB, de payer à la fin comme un restaurant. Payer, c'est sûr. C'est ça. En fait, il y a une amnésie qui est faite sur le paiement qui fait que tu passes un bien meilleur moment parce que tu oublies le côté argent alors que tu payes ton abonnement tous les mois. Donc les gens viennent avec le sourire. Voilà, c'est du loisir. C'est franchement l'activité. Moi, je sais que ça a été vraiment. J'ai adoré entre guillemets ce changement et j'ai découvert qu'on pouvait se développer avec plusieurs salles plus facilement qu'avec plusieurs restaurants parce que c'est beaucoup moins de soucis à gérer, quoi. Et pour toi, le business de la salle de sport a pas trop souffert dans l'inflation? Parce qu'objectivement, j'ai commencé dans des salles depuis, on va dire, 2014-2015. C'est globalement le même prix qu'aujourd'hui. L'abonnement, c'était 20 € pour les étudiants, 30 € pour les autres. C'est à peu près à 5 € près, toujours ça aujourd'hui. L'inflation n'est pas trop, on va dire, sur l'énergie, sur les salaires. Ça, on va dire, les marges ont réussi à être préservées quand même sur les salles de sport? Alors, les marges ont réussi à être préservées. Déjà, pourquoi? Parce qu'à l'époque, tu payais 30 € par mois et aujourd'hui, tu payes 30 € par 4 semaines. Sur beaucoup d'enseignes, etc. Donc, ça a permis de faire un prélèvement de plus donc sur l'année. Au niveau des charges, donc EDF notamment, donc c'est l'actualité actuellement, on est protégé par le bouclier tarifaire. D'accord. Par rapport à notre débit, je dirais, de courant dans les salles, on n'a pas de hausse particulière. Et donc, en fait, au niveau en termes de tarifs aujourd'hui, faut se dire aussi une chose, c'est que la France est un des pays où le sport est le moins cher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Français ne sont pas encore prêts à mettre des 80, 100 € par mois pour une salle de sport. Ce qui se fait dans certains pays. Bien sûr, États-Unis, pour pas les citer, l'Australie, Suisse, Angleterre. Exactement, parce que les gens ont conscience qu'entre guillemets, il faut investir sur le sport, sa santé, etc. En France, c'est pas encore arrivé. Bon, on n'est jamais les précurseurs. Non, c'est sûr. En France, là-dessus, en tout cas, on n'est pas les précurseurs. Donc, mais c'est vrai que les prix ont quand même légèrement, je dirais, augmenté. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en France, on est sur du bon rapport qualité-prix en termes de tarifs. Ok. Et quel est ton avis justement sur un peu ce développement qu'il y a dans le sport et dans les salles? T'as plein de box de CrossFit qui vont s'ouvrir, d'Irox, de salles de powerlifting. Donc tu parlais des performeurs tout à l'heure.
C'est vrai que c'est des salles qui s'adressent plutôt à eux. Quelle est pour toi la différence majeure avec, on va dire, le business d'une salle de sport telle que le fait l'Orange Bleu? Ouais, ce que tu m'as cité, donc l'Irox, CrossFit, powerlifting, c'est vraiment des niches. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux, nous, l'Orange Bleu, on est sur les 95% autres de la population. C'est-à-dire monsieur, madame, tout le monde. Aujourd'hui, l'adhérent type à l'Orange Bleu, c'est Chantal, 54 ans, secrétaire, qui vient faire donc un cours de pilates le matin, un petit peu de vélo l'après-midi et qui viendra le samedi matin pour faire son cours de biking. Voilà, je grossis un peu les traits, on n'a pas que des Chantal dans les salles, mais je veux dire, on est sur une clientèle quand même majoritairement déjà féminine de par les cours collectifs. Et c'est vraiment du monsieur, madame, tout le monde. Nous, en fait, l'Orange Bleu, aujourd'hui, on est un lieu de vie. D'accord, c'est que au-delà du sport, c'est vraiment un lieu de vie. Les gens viennent se retrouver, aiment à se retrouver. C'est hyper important. Ils prennent le café. Je m'en suis vraiment rendu compte quand j'ai fait les premières soirées auberge espagnole. Donc à l'Orange Bleu, on fait régulièrement des soirées auberge espagnole. Donc en fait, c'est pour le relancement des cours Yako, qui est la marque de cours de l'Orange Bleu. Tous les 2 mois, la chorégraphie change. Et donc, on fait une soirée. Donc, moi, au départ, je me suis dit, mais qui va venir à une soirée, une salle de sport? Enfin, tu vois, j'étais un peu surpris. Et en fait, la salle, elle était blindée. Les gens, donc chacun ramène une boisson, ou une petite quiche, ou un petit gâteau, tu vois. D'accord, donc c'est ambiance conviviale. Ça permet peut-être aux gens de se rencontrer aussi. Ceux du matin ne voient pas ceux de l'après-midi. Parce que c'est vrai qu'en soi, la salle de sport, on va dire qu'aujourd'hui, pour les gens qui travaillent, on va dire, si tu veux rencontrer aujourd'hui des amis, voire des fois carrément un compagnon de vie, voire se marier, une fois que tu es sorti des études, tu n'as pas 50 endroits. Tu as tes cercles d'amis proches, que tu vois peut-être peu si tu dois déménager, si tout le monde travaille. Tu as ton travail, si jamais tu es dans une boîte où il y a 5 personnes, on va dire tu as vite fait le tour des gens que tu as rencontrés. Et sinon, il te reste, on va dire, tes hobbies, la salle de sport, tu as d'autres activités dans des associations, des trucs comme ça. Donc c'est vrai que j'imagine que les gens apprécient parce qu'en plus, ça leur permet de se rencontrer, en plus de faire du sport et d'entre guillemets entretenir le côté bien-être. C'est une des principales forces, je trouve, de l'Orange Bleu, c'est d'avoir su faire d'un sport individuel un état d'esprit collectif. Et ça, vraiment, je trouve, c'est super, parce qu'aujourd'hui, quand les gens viennent à la salle de sport, ils ont tous un objectif, soit de, s'entretenir, de perdre un peu de poids, de prendre du muscle. Mais en fait, au-delà de cet objectif, ce qu'ils veulent, c'est de la convivialité. Et nous, on le voit dans nos salles, ce qui plaît aux gens, c'est ce côté convivial, on se retrouve, etc. On peut échanger, on fait des rencontres, etc. Et c'est vraiment ce qui plaît. Il n'y a pas d'attente particulière en termes de performance. On est vraiment sur des gens qui veulent passer un bon moment. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dès que le médecin dit à quelqu'un, tiens, tu devrais aller faire du sport, etc. Le premier sport qu'il va regarder, ça va être la salle de sport. Et le premier concept qu'il va regarder, c'est vraiment des salles où il y a un accompagnement et un côté convivial. Et nous, à l'Orange Bleu, tout est pensé par rapport à ça. Quand tu rentres dans une salle de l'Orange Bleu, tu rentres toujours sur un espace cardio et un espace détente. D'accord? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Chantal, 54 ans, quand elle arrive... Elle va discuter avec ses copines. C'est ça. Si elle arrive, elle voit Julien en train de faire du powerlifting avec une barre à 400 kilos. Et qui fait trembler le sol, elle va pas être contente. Trembler le sol, elle va dire, elle va prendre peur. Je pense. Je te prends un exemple pour rigoler, mais tu vois ce que je veux dire. On est 100% d'accord, c'est pas du tout la même vision du sport, c'est sûr. Et donc, du coup, tout est pensé par rapport à notre clientèle qui est vraiment des gens, entre guillemets, monsieur, madame, tout le monde. Et donc, pour qu'il y ait la meilleure ambiance possible par rapport à ça. Et pour celui, du coup, le lanceur de projet qui crée sa salle de sport, l'Orange Bleu, qu'est-ce que ça lui coûte, l'Orange Bleu, en termes de coût? Parce que du coup, c'est une licence de marque. Bien sûr. C'est pareil que la franchise. Je sais que dans les franchises, par exemple, Subway, ils se rémunéraient parce que c'est eux qui fournissent les produits à leurs franchisés. Donc, ils se rémunèrent sur les royalties plus une marge sur les produits. Comment ça fonctionne exactement? Alors, chez Subway, tu l'as bien dit, chez Subway, il y a 12,5% de redevance sur le chiffre d'affaires. D'accord, donc c'est énorme prélevé chaque semaine. Déjà, quand tu rentres 10 €, il t'en reste plus que 8,87. C'est ça, exactement. Et encore moins, parce qu'il y a la TVA aussi qui est passée par là. Enfin bon, voilà, ça descend énormément. Nous, aujourd'hui, à l'Orange Bleu, donc la redevance est de 1040 € donc par mois, donc par rapport à la marque. Et il y a une commission de communication de 2% à l'année sur le chiffre d'affaires pour la communication globale, exactement. Voilà, c'est vraiment une enseigne, comme j'aime le dire, à taille humaine. C'est vrai qu'aujourd'hui, la marque a elle-même des clubs en propre, d'accord, une trentaine en France et en Espagne. Aujourd'hui, Subway, il n'y a aucun restaurant Subway dans le monde qui appartient à Subway. Ok, ça je savais pas, parce que je sais que McDo, il y en a par exemple. Je sais que Burger King aussi pour le coup. Subway, c'est uniquement des franchisés. Il n'y a aucun restaurant en propre. Donc c'est vrai que ce qui est bien à l'Orange Bleu, c'est ce qui m'a plu aussi, c'est que quand on nous propose quelque chose, une nouveauté, un nouveau cours, un nouveau service, etc., ça a d'abord été testé en amont sur les clubs en propre. Comme ça, ils ont essuyé les plâtres, voir ce qui marche pas. Affiné. Et c'est ça. Et on nous propose donc un produit fini pour comment dire, nos partenaires, quoi. Ok. Et quand on veut éventuellement s'intéresser au business, peut-être lancer une salle de sport, est-ce que c'est mieux d'en créer une? Est-ce que c'est mieux d'en récupérer une qui fonctionne ou pas? Parce que toi, par exemple, tu as eu la chance, enfin, entre guillemets, je dis la chance, ça aurait pu mal se passer, mais là, ça a bien fini d'en récupérer une qui périclitait un peu. T'en as fait une bonne affaire et tu l'as revendue.
c'est quoi ta vision là-dessus? Vaut mieux créer un club de zéro, en récupérer un qui tourne, peut-être aller vers un club qui fonctionne moins bien, essayer de l'optimiser. En termes vraiment de business, c'est quoi ton avis là-dessus? En fait, c'est une très bonne question. Tout va dépendre, je dirais, du partenaire et de son affection par rapport au risque. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux, quand tu rachètes une salle de sport, il y a deux possibilités. Soit tu rachètes une salle qui tourne déjà bien et forcément tu le payes dans le prix de rachat. Naturellement. Donc elle te coûtera plus cher qu'une création pure. Ou alors tu fais ce que j'ai fait, tu rachètes une salle qui est au bord du dépôt de bilan en te disant aujourd'hui j'ai la folie et les méthodes pour relancer la salle. Et là pour le coup tu fais une bonne affaire parce que tu reprends un commerce qui ne fonctionne pas pour le faire fonctionner. Donc en fait c'est vraiment je dirais le côté risque qui est propre à chacun. Voilà, j'ai pas d'avis là-dessus entre guillemets. Voilà, c'est une question d'argent et de risque aujourd'hui. Et d'appétence au risque, d'expérience peut-être dans l'entrepreneuriat aussi. Ouais, d'expérience. Honnêtement, pour une création aujourd'hui, je déconseille à quelqu'un de racheter une salle au bord du dépôt de bilan en disant je vais la remonter parce que en soi. Pour une expérience là-dedans. Exactement. Moi, quand je l'ai fait, alors c'était au bout de 4 mois, 5 mois, donc c'est pas non plus très loin. Oui. Mais j'ai déjà mon expérience dans la première salle de sport où je voyais ce qui plaisait, ce qui plaisait pas, ce qui fonctionnait pas. Et quand j'ai vu la seconde salle, je me suis dit, mais en fait, il y a des leviers faciles à actionner pour la redresser. D'accord, et les chiffres ont été redressés assez rapidement. Partir comme ça, bam, sur une première salle à rachat, un club au bord du dépôt de bilan, honnêtement, je trouve c'est très risqué. C'est sportif. Ouais, c'est sportif parce que voilà, voilà, mon avis là-dessus, c'est vraiment l'appétence au risque de chacun. La création, je dirais, c'est 80% de nos ouvertures, entre guillemets, et après, on va avoir de la reprise de club, et généralement, nous, les reprises, elles se font entre gérants du réseau, parce qu'aujourd'hui, nos gérants, alors, je sais pas si je te l'avais dit, mais en gros, 54% de nos partenaires sont multilicenciés. Ça veut dire qu'on a plus d'un partenaire sur deux dans le réseau qui a au moins 2 clubs. Ça aussi, c'est un gage, je trouve, de qualité, parce que quand ça marche, tu te développes, quand ça marche pas, tu te développes pas. Puis même au niveau local, j'imagine, ça permet peut-être de centraliser au niveau des salariés. Tu as peut-être besoin d'un mi-temps à un endroit, un mi-temps à un autre endroit. Donc tu peux essayer de le diviser en deux. Ça permet éventuellement de pouvoir progresser comme ça. Et ce que je voulais aussi te demander, c'est que globalement, on va dire que quelles sont pour toi les barrières à l'entrée de quelqu'un qui voudrait démarrer éventuellement une salle de sport? Tu avais dit tout à l'heure qu'il fallait, en tout cas avec l'Orange Bleu, un apport, on va dire 20-30% du budget. J'imagine que dans la concurrence, ça doit être à peu près les mêmes règles qui s'appliquent. C'est logique, hein, quand tu fais un crédit professionnel, on demande en général 30% d'apport. Mais est-ce qu'il y a des qualités particulières? Est-ce qu'il faut déjà être chef d'entreprise? Est-ce qu'il faut déjà avoir forcément été dans un autre réseau de franchise? Est-ce qu'il y a besoin de très bien connaître ça, ou en tout cas d'avoir une expérience là-dedans? Ou finalement, je sais pas moi, tu parlais tout à l'heure de reconversion. Est-ce que c'était des reconversions de gens qui étaient peut-être salariés, peut-être qui avaient vécu à l'étranger, qui voulaient revenir en France? Ou est-ce que c'était que des chefs d'entreprise qui changeaient de domaine? Qu'est-ce qui te permet de pouvoir te démarrer là-dedans? Pareil, si t'es pas du tout dans le sport, t'as jamais été dans une salle de sport de ta vie, ça t'intéresse pas spécialement. Est-ce que c'est un business qui peut convenir? En fait, il y a toujours un petit côté affectif par rapport au sport. C'est vrai que j'ai rarement des gens qui détestent le sport et qui ouvrent une salle de sport. C'est évident. En revanche, la plus grande qualité, c'est vraiment, je dirais, le profil gestionnaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux, tout ce qui est opérationnel, les process, les méthodes, etc., c'est tout calé par l'enseigne. Il n'y a pas beaucoup besoin, entre guillemets, de réfléchir à tout ça par rapport aux cours collectifs. Exactement. Les cours collectifs, on a des chorégraphes qui sont internationaux, qui nous font les chorégraphies. Comment dire, le logiciel, on est avec une super marque de logiciel. Enfin, je veux dire, ces choses-là, il n'y a pas besoin, vraiment de tout remettre en question, etc. C'est vraiment la capacité des gérants à pouvoir reproduire ces process. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, sur le réseau, on a un club qui est premier au niveau du classement et un club qui est dernier? C'est vraiment la capacité du gérant à reproduire les process. Et paradoxalement, à ce qu'on pourrait penser, aujourd'hui, nos clubs qui performent le plus dans le réseau, ce sont les clubs gérés par des gens qui n'ont rien à voir avec le milieu du sport. D'accord, parce qu'aujourd'hui, ces gens-là, en fait, ils vont prendre pour argent comptant tout ce qu'on va leur expliquer. D'accord, ils vont bien respecter la règle. Ils vont pas se dire, ah ouais, mais si je faisais comme ça, peut-être que je pourrais apporter ça, etc. Je veux absolument 4 bandes développées couchées, parce que je veux pas que mes adhérents puissent attendre avant de pouvoir faire leur séance spec le lundi. C'est exactement ça, mais ça, c'est true story, ça. C'est entre guillemets, je te dis. Je m'en doute parce que ça serait un petit peu, si je devais me lancer là-dedans, je sais qu'il y a un moment donné dans ma tête où je me dis, ah non, mais c'est pas possible. On va rajouter un banc. On peut pas attendre le lundi CPEC. Mais en fait, si tu veux, ça, c'est un très bon point que t'évoques, parce qu'aujourd'hui, j'ai eu des cas, de coach, en fait, si tu veux, que j'ai accompagné sur la création de leur salle. Donc, au départ, quand on fait le rendez-vous ensemble, ils me disent oui à tout, oui, on va suivre les méthodes, oui, on va t'écouter. Puis après, ils veulent faire leur sauce. Et une fois qu'ils sont dedans, ça, je rajouterai ça, etc.
En fait, tout est possible, mais il y a une logique économique. Oui. Et moi, j'aime bien rappeler qu'à un moment donné, on monte une salle de sport pour gagner de l'argent. D'accord? Si c'est juste parce qu'on aime le sport, à ce moment, on a un garage, On fait une association. ou dans son garage, on met des dalles caoutchouc, on met un banc et on fait une salle de sport chez soi. Non, aujourd'hui, une salle de sport, c'est un business, d'accord? On est là pour gagner de l'argent et donc il y a une logique économique. On peut pas dépenser d'eux si c'est pour gagner un, d'accord? Donc à un moment donné, le risque, c'est quoi pour les coachs, par exemple? Ça va être de faire un package matériel au départ qui est complètement démesuré. Nous, aujourd'hui, sur une salle de sport l'Orange Bleu, un tiers de la surface totale du club est consacré au cours collectif. D'accord? Okay. Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est énorme. Parce que nos clubs sont connus pour les cours collectifs. On a une marque déposée Yako qui est connue, qui fonctionne très bien, etc. Mais j'ai des coachs qui rejoignent le réseau, qui vont me dire, ah ouais, mais moi, je mettrais bien, une machine pour travailler ce muscle-là, etc. Ouais. Mais je dis, mais ce muscle-là, à part toi, personne ne le connaît. Ouais. Tu vois, Chantal, 54 ans, elle le connaît pas. Faut revenir toujours à Chantal, tu vois. Okay. Mais c'est marrant que tu parles énormément des cours collectifs et c'est encore parce que je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui vont regarder ce podcast qui peut-être auront une pratique du sport différente. Et c'est vrai que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la clientèle qui va être la majorité des adhérents d'une salle de sport comme ça fait beaucoup de cours collectifs. Pour l'anecdote, 13 ans à peu près en salle de sport pour ma part, je n'ai jamais fait un cours collectif de ma vie. Eh ben, écoute, parce Julien, que je suis pas le client, je pense, pour ce... Alors, je te lance un défi, Julien. Tout le monde est là pour en témoigner. Okay. Je vais t'inviter à faire un cours collectif donc à la salle de Villeneuve-les-Maguelones, à côté de Montpellier. Okay. On va aller se faire un cours collectif ensemble. On va faire un Yako Pump. Donc, c'est un cours de renforcement musculaire et tu me diras ce que t'en penses. Honnêtement, pour toi, je suis prêt à le tenter. Voilà, c'est noté. Ça il faut pas mourir bête. Et en plus, tu vois, parce que tu m'aurais dit, Zumba, je sais même pas si c'est une marque ou pas, mais tu m'aurais dit, par exemple, Zumba, c'était sûr que je le faisais pas. Il y a des trucs, du hit training, des trucs, bon, bref, ça m'intéresse pas trop, mais t'appelles ça comment? Yako Pump. Yako Pump. C'est un cours de renforcement musculaire. Et comme j'ai jamais entendu le nom, je me dis, ok, je connais pas, ça m'intéresse. Et donc, Julien, l'invitation est prise. Tu vas venir à Villeneuve-les-Maguelones, donc au club l'Orange Bleu, pour faire un cours de Yako Pump. Et on filmera ce cours et tu pourras après le montrer à tes abonnés. Ok, ça marche. Mais vous retrouverez ça sur Instagram dès que ce sera fait. Ok. Bon, super en tout cas. Et si quelqu'un est intéressé peut-être par se pose des questions sur peut-être lancer une salle de sport, est-ce qu'il peut te contacter éventuellement? Comment tu rentres dans le process l'Orange Bleu? Est-ce qu'il y a un questionnaire? Est-ce qu'il faut passer un entretien? Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de prérequis? Voilà, que tu peux donner peut-être un peu le process là-dessus. Bien sûr, donc ils peuvent me contacter soit sur Instagram, donc Jonathan Boutineau, je mettrai le lien donc sur la vidéo, ou alors sur LinkedIn, donc pour me contacter, ou via le formulaire donc avec l'Orange Bleu, et donc on fera un premier échange téléphonique pour voir entre guillemets si leur projet est en adéquation avec ce que nous on peut proposer et l'accompagnement qu'on offre donc à nos partenaires. Et si on voit que ça peut matcher entre nous, on se fera un petit rendez-vous en visio ou en physique pour voir un petit peu tout ça, le fonctionnement, un plan de financement, combien ça coûte, combien ça rapporte, etc. Voir tous ces éléments. Ok, super. De toute façon, il y aura le lien en bio, donc vous l'aurez dans la description de l'épisode. Et puis même, j'imagine que, je partagerai ton Instagram aussi, donc si les gens veulent te poser une question, parce que il y a souvent la barrière à l'entrée, c'est que c'est vrai que le questionnaire, le rendez-vous, tout de suite, ça fait, tu sais, souvent très professionnel, c'est pas le mot, mais tu sais, on sacralise un petit peu trop ça, alors que je pense que déjà de te poser une question pour quelqu'un qui se dirait, en fait, voilà, je voulais lancer un restaurant. Je me rends compte, le restaurant, je vais gérer des problèmes de bac à graisse et de chambre froide. Je préfère peut-être plutôt avoir Chantal, 54 ans, qui me dit qu'elle a un petit peu trop de courbatures, c'est peut-être plus facile à gérer. Donc, ok, super. Il y a peut-être un dernier sujet que je voulais aborder avec toi, parce qu'on n'a pas eu le temps de l'aborder juste avant, et je pense que c'est hyper intéressant. T'as fait beaucoup de business. T'as aussi pas mal investi. On n'a pas du tout parlé d'immobilier. C'est vrai. On a simplement effleuré la question avec ton premier appartement que t'avais acheté grâce à ton prêt étudiant. Ouais. Tu peux nous dire un petit peu, moi, ce que je trouve qui est intéressant dans ton parcours, c'est que souvent, on a tendance à dire l'immobilier est la petite porte de l'entrepreneuriat. Toi, t'as un peu renversé ça. Tu t'es dit, l'investissement immobilier, ça va être un peu, on va dire, mon bas carrière, on va dire, de mon patrimoine. Voilà, exactement, de préparer l'après. Si un jour, mes business vont moins bien, ou si juste j'arrête, si juste je fais autre chose. Puis même, entre guillemets, tu parlais souvent de vendre la poule tant qu'elle est grasse. Ouais. Et finalement, investir dans l'immobilier quand on a des revenus importants vis-à-vis de ces business, c'est un petit peu ça, c'est profiter de son effet de levier. Quelle a été vraiment ta stratégie là-dessus? Est-ce que tu as très vite professionnalisé ton IMO, ou est-ce que finalement, tu t'es dit, j'en fais un petit peu? Voilà, si tu peux rapidement nous faire un petit point sur ton IMO. Donc moi, j'ai acheté en fait des appartements, je dirais, tout au fil de ma carrière entrepreneuriale.
familiale, donc assez régulièrement. Et j'ai accéléré un petit peu à chaque vente de société. Aujourd'hui, j'ai un parc de plus de 15 appartements, donc sur Pau et en Espagne, principalement en location longue durée, et j'en ai 3 en courte durée. Et en fait, je me suis dit à un moment donné, bon, c'est vrai que tout le monde le sait, aujourd'hui en France, la retraite, c'est un sujet. Et surtout quand on est entrepreneur, ou encore plus quand on est entrepreneur, hein, on ne sait pas entre guillemets ce qu'on aura et si on aura quelque chose. Et ne voulant pas être dépendant d'un tiers autre que moi, entre guillemets, je me suis dit, tiens, je vais anticiper tout ça et donc acheter des appartements pour avoir des revenus pour la suite, etc. Et après, tu sais comment ça marche l'immobilier, tu as des plus-values à récupérer, donc tu arbitres, t'en revends, t'en rachètes, etc. Tu commences à avoir un réseau aussi, des agents immobiliers qui te rappellent. Ça, souvent, c'est des choses qu'on sous-estime énormément. Hein. Vous allez avoir un agent immobilier avec qui vous avez travaillé, vous avez fait une offre sur un bien, il a un bien carrément similaire qui va lui tomber dans son portefeuille 3 mois après, il vous rappelle immédiatement. C'est ça. Et c'est vrai que souvent, tu peux avoir comme ça un effet boule de neige qui vient assez vite. Surtout qu'en plus, chef d'entreprise, c'est des profils qui aiment bien les agents immobiliers. Ils savent que chef d'entreprise, t'es finançable, tu sais que tu peux faire de l'apport facilement. Et en termes chronologiques, est-ce que ça s'est vraiment fait dès le début? Bon, il y a eu ton premier appartement que tu avais revendu avant de lancer le Subway. Après, tu as eu finalement assez vite Subway plus les 2 salles de sport. Et l'immobilier, c'est venu au milieu de tout ça ou après plutôt? C'est venu en même temps. Le premier appartement, donc j'avais acheté avec Julien, c'est le seul qu'on a acheté donc tous les deux. On l'a revendu pour faire le Subway. Et après, j'ai acheté des appartements, je dirais assez régulièrement, par 1, par 2. J'ai aussi acheté un immeuble de 7 appartements donc sur Pau, donc ça fait monter forcément le nombre d'appartements assez rapidement. Et là, les 2 derniers que j'ai achetés, je les ai payés comptant. Et après, d'ailleurs, j'ai eu une réflexion par rapport à ça en me disant que c'est pas forcément le bon choix, parce qu'aujourd'hui, je finance aussi des marchands de biens et j'ai moi-même ma boîte de marchands de biens aujourd'hui avec des rémunérations assez intéressantes. Et en fait, aujourd'hui, pour moi, l'immobilier, c'est vrai que c'est intéressant avec l'effet de levier du crédit. Avec la banque, tout à fait. C'est ce que je dis toujours. Et en fait, quand j'ai voulu autofinancer, pourquoi? C'est que je me suis dit à un moment donné, j'ai envie d'être, pas rentier, mais libre financièrement, comme c'est un peu et avoir des loyers qui tombent entiers dans ta poche et pas tu te dis, parce que c'est vrai que nous, on a la stratégie du cash flow, mais entre guillemets, voilà, pour, on va dire 100 € de loyer qu'on rentre, on sait qu'il y en a à peu près 50 qui partent à la banque, il y en a 10 qui sont partis en taxe foncière, il y a les quelques petits travaux, les assurances, etc. À la fin, il nous en reste 25 globalement. Et c'est vrai que quand finalement tu payes ton bien cash, tu te dis, bon, bah au final, les 50 que je donne à la banque sont dans ma poche, donc plutôt d'avoir 25% de cash flow, j'ai 75% de cash flow finalement sur mon OP. Par contre, il n'y a pas l'effet de levier de la banque et c'est marrant que tu en parles parce que hier, on a enregistré un autre podcast justement où ça a été un des sujets où on abordait, où dédicace à lui s'il regarde ce podcast à Mehdi qui nous a dit moi j'ai des biens qui sont déjà payés et en vrai c'est extrêmement bien parce que du coup tous les mois ça me fait des gros loyers qui tombent et une grosse rémunération. Moi je dis oui, mais justement pour moi c'est plus intéressant si tu as du cash à ce moment-là d'aller sur des opérations plus grosses ou comme tu dis peut-être sur du marchand de biens parce que finalement le crédit longue durée en France on a la chance de l'avoir vraiment facilement sur des longues durées à des taux fixes. Sans avoir besoin d'import. En France, souvent je parlais des investisseurs IMO. En ce moment, je vois il y a certaines banques, les sociétés de cautionnement, elles sont passées sur 95% de financement. Donc ça veut dire qu'entre guillemets, tu dois apporter 5%, plus frais de notaire, plus frais de la banque, donc tu fais 15% d'apport, on va dire. Et l'investisseur me dit ah ouais quand même ça fait 15%, dans la plupart des pays c'est 30%, voire parfois plus. On parlait tout à l'heure de crédit professionnel, c'est 30%, c'est rare de pouvoir faire moins et en fait c'est tellement une chance que c'est vrai que je me dis en France pour moi il faut maximiser le crédit tant qu'on l'a. Peut-être qu'un jour ça changera. Ouais, surtout que les biens, on va jamais au bout du crédit. Tout à fait. Moi, au départ, j'ai eu la chance d'acheter, sur 15 ans circulants. Donc, forcément, comme disait à l'époque Bernard Tapie, on peut faire des bons coups quand on achète régulièrement, etc. Et c'est vrai que là, le fait d'avoir acheté sur 15 ans, j'ai eu des taux à 1, des taux à 1,20, des taux à 1,50, des taux à 1,80. Là, aujourd'hui, c'est plus trop le cas aussi. Ça, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est important de dire, c'est que rares sont les invests qu'on fait à 20 ou 25 ans, qu'on gardera jusqu'à 40 ans. Tout à fait. Finalement, il y a un arbitrage. Pourquoi? Parce qu'on on rembourse du crédit, on voit que le bien a pris de la valeur par rapport au marché ou par rapport à la conjoncture, etc. Et on se dit, tiens, si je vends demain, je vais récupérer un billet de 50 000 €. Qu'est-ce que je préfère? Avoir 2 000 € de cash flow à l'année ou 50 000 € cash demain? Généralement, la question elle se pose et là on fait l'arbitrage, on revend pour acheter. Et non, j'ai acheté cash pour l'Espagne parce que c'était plus simple que d'acheter à l'étranger avec un crédit. Derrière, j'en ai racheté d'autres cash. Et en fait, l'idée c'était de me dire qu'aujourd'hui, même si demain, entre guillemets, je ne travaille pas, je ne fais rien, je peux vivre convenablement grâce au gain de mes loyers, ce qui est le cas aujourd'hui. Ok, donc on va dire vraie stratégie patrimoniale de chef d'entreprise finalement, plutôt se dire ok, de toute façon c'est souvent ce que j'en discutais quand j'étais justement banquier privé avec d'anciens clients qui avaient vendu comme ça leur business, entre guillemets, tu les rendras pas riches 2 fois, c'est pas leur but de devenir riche 2 fois, c'est
t'as déjà fait, on va dire, de l'argent avec tes business. Le but maintenant, c'est que ton immobilier, il t'assure vraiment une base arrière, peut-être quitte à prendre un petit peu moins de risques, toujours faire des affaires, faut Bien que ça sûr. reste intéressant et rentable, mais c'est vrai qu'entre guillemets, ça te permet de t'assurer une rente derrière C'est ça. et entre guillemets d'être à l'aise financièrement là-dessus. Mais là, tu vois, je partirais sur un local commercial. Tu vois, en ce moment, je suis encore en recherche. J'en ai raté un il y a peu de temps. Ok. Le locataire après monté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, local commercial, je me dis, bon, c'est aussi le bon intermédiaire, entre guillemets, parce que dans la mesure où, entre guillemets, le locataire paye la taxe foncière, les travaux sont à la charge du locataire. Bon, c'est vrai qu'il y a peu de contraintes par rapport, je dirais, au propriétaire. Alors évidemment, faut trouver le bon locataire à l'intérieur, parce que forcément, demain, si vous avez Action à l'intérieur ou l'Orange Bleu, c'est pas les mêmes loyers que si c'est le petit commerçant du coin Ça, c'est qui évident. s'est monté il y a 3 mois. Donc il y a une notion de risque. Mais c'est vrai que je pense que je vais partir sur un ou deux locaux commerciaux assez rapidement. Là. Ok, je te comprends parce que nous, on adore ça, les locaux commerciaux. C'est vraiment l'avantage, c'est que quand ça tourne, c'est ce qui se rapproche le plus de l'immobilier passif au final. On va pas t'appeler pour une chasse d'eau, on va pas t'appeler pour une panne quelconque. Le mec, il est autonome dans ses travaux. La seule problématique, c'est trouver un preneur qui est rentable. Ok, bon mais parfait, on arrive petit à petit vers la fin de cet épisode. Si les auditeurs veulent te retrouver sur Instagram, alors Jonathan Boutineau, mon prénom et mon nom, ou alors sur LinkedIn, pareil, Jonathan Boutineau. Pareil, ok, super. On rappelle que du coup, ceux qui voudraient éventuellement ouvrir une salle l'Orange Bleu ou qui s'intéressent au business, etc. Parce que j'imagine que tu dois avoir peut-être beaucoup de questions dessus. Bien sûr. J'imagine que tu dois te passionner en plus, comme n'importe quel chef d'entreprise qui travaille dans son domaine. Donc, ils n'hésitent pas en tout cas à te contacter. Il y aura le lien dans la description, sinon directement sur ton Instagram qui sera également en bio. Est-ce que tu aurais peut-être un mot de la fin pour nos auditeurs ? Non, bien sûr. Écoutez, contactez-moi. C'est avec grand plaisir que je pourrai répondre à votre question. Et l'entrepreneuriat est vraiment un métier passionnant. Et en plus, sur une activité comme le sport, franchement, c'est le Graal ultime. Parfait, super. Bah écoute, un grand merci à toi en tout cas pour cette interview, pour avoir été l'invité de ce podcast La Flauserie. En plus, premier épisode qu'on a tourné dans un vrai studio avec des caméras, des lumières, et vraiment super sympa. On a passé un très bon moment. En plus, climatisé, parce que là en ce moment à Toulouse, il fait 30-35 degrés, je pense. Et si on n'avait pas eu la clim, on aurait été un petit peu en galère. Mais non, franchement, ça a été un super épisode. Donc encore une fois, un grand merci à toi. Et je vous dis à la prochaine pour un épisode. Salut, ciao. Et moi, Julien, je te dis à bientôt à Villeneuve-les-Maguelones pour un Yako Pump tous les deux. J'ai pas oublié, promis, l'invitation est prise.